Ses amis l'ont abandonné parce qu'il était faible, mais c'est un dieu qui cache son pouvoir. Yojiri est un enfant stupide et pathétique qui marche dans un couloir rempli de cadavres et de balles qui volent dans toutes les directions. Il se dirige vers une caméra et demande où se trouve Asako, sa gardienne. Il continue à marcher vers une pièce et la porte s'ouvre soudainement. Une femme brandit une arme et retient Asako en otage. Asako demande à la femme ce qu'elle veut, mais celle-ci lui dit de se taire. Yojiri se précipite à l'intérieur de la pièce, heureux de retrouver Asako. La femme dit à Yojiri de ne pas bouger, sinon elle fera sauter la cervelle d'Asako. Asako se plaint d'être blessée, et dans la seconde qui suit, quelque chose se passe. Des vagues apparaissent et la femme tombe morte sur le sol. Asako est confuse, mais Yojiri la serre dans ses bras et lui sourit en lui disant qu'elles doivent rentrer. Un Yojiri plus âgé est réveillé par son camarade de classe Tomoshika qui semble paniqué. Il ouvre les yeux, se demande qui elle est, mais se souvient rapidement qu'il s'agit de la fille au nom bizarre. Il se souvient qu'avant de faire la sieste, ils étaient en voyage scolaire et demande s'ils sont déjà arrivés. Tomoshika lui répond que ce n'est pas le cas et lui dit de se réveiller et de voir ce qui se passe. Yojiri regarde autour de lui et voit plusieurs de ses camarades de classe, inanimés dans leur mare de sauce. Il remarque que l'un d'entre eux est transpercé par quelque chose d'étrange et demande ce que c'est. Il décide de regarder à l'extérieur du bus et remarque que quelque chose s'enroule autour de lui. Il pense qu'il pourrait s'agir d'un serpent géant ou d'un lézard. Pour en avoir le cœur net, il prend un micro au hasard sur le sol et le lance contre le type transpercé. Il s'avère que les morts ne peuvent pas se défendre, mais la chose qui l'a transpercé commence à bouger. Yojiri se tourne à nouveau vers l'extérieur du bus et se rend compte qu'il s'agit d'une énorme wyvern. Le monstre s'envole et décide de foncer sur le bus en se préparant à cracher du feu. Tomoshika le serre dans ses bras, désespéré. C'est à ce moment-là que le cerveau de Yojiri se recompose. La sensation d'une fille remplie de plots qui s'accroche à son bras lui fait changer d'avis. Il se concentre sur l'ouverture d'une porte et prononce un mot, dit « mourir ». La wyvern s'effondre soudainement sur le sol. Yojiri dit à Tomoshika qu'ils sont sains et saufs, mais elle est confuse et demande ce qui se passe. Yojiri sort sa console tout en lui disant de se calmer et de lui raconter ce qui s'est passé. Il commence à jouer à un jeu vidéo, mais elle s'énerve en disant que ce n'est pas le moment de jouer. Après l'avoir regardé jouer un peu, elle lui dit simplement qu'il est nul en jeu vidéo et commence à lui donner des conseils. Mais elle se rend vite compte de leur situation et lui dit que ce n'est pas le moment. Il lui demande si elle se sent mieux, ce qu'elle confirme. Il lui demande de commencer à expliquer comment ils se sont retrouvés dans cette situation. Tomoshika révèle que leur bus roulait tranquillement dans la nuit. Cependant, après avoir traversé un tunnel, ils se sont retrouvés dans un champ étrange. Tout le monde était confus et elle a même demandé à son ami si l'extérieur était toujours comme ça. Mais son ami n'a pas pu lui répondre. Soudain, une fille est entrée dans le bus et a salué tout le monde à l'intérieur. Elle se présenta comme étant Sion, la petite fille du grand sage. Leur professeur s'est levé pour se plaindre, mais la jeune fille lui a tout de suite sorti la tête de l'eau. La fille a ensuite fait comme si de rien n'était, disant aux enfants de se calmer et d'être attentifs sans faire de bêtises. Tout le monde s'est figé sous le choc, car la jeune fille leur a dit de ne pas l'ennuyer, sinon tout le monde subirait le même sort. Elle leur explique que son niveau de puissance est de 530 000. Elle fait ensuite surgir la tête du conducteur, en précisant que c'était une blague et qu'elle s'attendait à ce qu'il rie. Elle sait que ce n'est pas juste, mais c'est ainsi que cela fonctionne dans un monde différent. Elle décide alors d'expliquer toute cette histoire aux élèves. Elle a convoqué tout le monde ici parce qu'elle cherche des candidats sages. Elle révèle que ce monde est gouverné par des sages et que leur nombre est assez faible. C'est pourquoi elle les a convoqués pour recruter du personnel. Elle pointe sa main vers l'avant tout en lançant de la magie. Tomoshika pense que tout le monde va être touché et ferme les yeux. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit plusieurs élèves briller. Cependant, elle était l'une des rares à ne pas briller. Sion révèle alors qu'elle a installé la version de Battlesong sur tous les élèves qui brillent et qu'ils devraient voir des logos à l'écran. Tomoshika est confuse et demande à son amie si elle voit quelque chose. Son amie utilise ses doigts pour toucher de l'air, expliquant qu'elle voit des lettres colorées disant « statue ». Sion révèle alors que ce système ne peut être utilisé que dans ce monde et qu'il s'appelle le don. Tout le monde doit l'utiliser pour essayer de devenir sage dans le mois qui vient. Tomoshika lève la main pour poser une question. Elle affirme qu'elle n'a pas vu les logos ou qu'elle n'a pas brillé. Sion répond simplement que certaines personnes ne sont pas compatibles et qu'elle doit faire avec. Tomoshika est choquée, surtout lorsque Sion lui révèle que si personne ne devient un sage, ils deviendront tous du bétail pour produire de l'énergie magique. Sion explique ensuite que leur première mission commencera dans 1 heure et qu'ils doivent essayer de ne pas se faire anéantir tout de suite. Elle s'éloigne ensuite et Tomoshika s'assoit, révélant qu'elle ne comprend rien. Son ami lui indique qu'il y a des détails concernant leur mission sur leur écran. Il s'avère que leur mission est d'échapper au dragon qui arrive. Tomoshika ne croit pas à l'existence d'une telle chose.
Yasaki essaie de se comporter comme un chef. Il affirme qu'il devrait essayer d'éclaircir la mission et qu'ils doivent tous travailler ensemble. Pour cela, ils doivent parler de leurs forces et de leurs faiblesses. Chacun écrit son nom et ses statistiques sur un morceau de papier, mais Tomoshika se rend compte qu'il y a 4 élèves, dont elle, qui n'ont pas brillé. Cependant, l'un d'entre eux est Yojiri, qui dort, parce qu'on s'en fout. Ils se plaignent tous de son insouciance, jusqu'à ce qu'ils remarquent que tous les autres sortent du bus. Elles décident elles aussi de sortir, mais Tomoshika reste en arrière pour réveiller Yojiri. L'autre fille essaie de la convaincre de le laisser derrière elle, mais elles entendent soudain 2 types se disputer. Il s'avère que Yasaki ne veut pas que les 4 viennent avec eux. Le délinquant se plaint, mais Yasaki lui dit de se taire parce que sa classe est la générale. Il décide de se transformer en crétin, en cassant les chaises du bus, et explique que c'est le pouvoir d'un don. Il n'est que de niveau 1, mais il est bien plus fort que ces 4 plébéiens d'humains. L'autre fille dit à Yasaki que s'il est fort, il devrait les protéger. Mais Yasaki répond que cela fait partie du plan. Tout le monde est confus, et il dit à la fille à ses côtés d'utiliser son don. Elle active son pouvoir de charme, qui n'affecte personne. Yasaki s'éloigne en expliquant que ce don la rend populaire auprès des monstres. En bref, il y a un dragon dans les parages. Et en utilisant cette compétence sur eux, le dragon les attaquera, tout en laissant aux autres une chance de s'échapper. C'est une décision que toutes les personnes dotées d'un don ont prise. Tomoshika n'arrive pas à croire que son ami puisse la trahir, mais Yasaki révèle qu'elle l'a fait. Mais Tomoshika sait que Yasaki a dû la forcer. Yasaki sort alors et ferme la porte à clé. Ils essaient de l'ouvrir pendant un moment lorsqu'ils entendent soudain un bruit à l'extérieur. Tomoshika pense qu'il s'agit d'un dragon quand soudain, quelque chose s'écrase contre le bus. Le gars panique et Tomoshika remarque que l'autre est sorti. Après avoir tout expliqué, Yojiri se rend compte qu'il y a un gros problème. Il n'a aucun moyen de recharger sa console dans ce monde. Il se lève alors, mentionnant que selon Yasaki, il n'y a plus de danger à l'extérieur. Tomoshika demande si Yojiri a fait quelque chose, mais il répond que le dragon s'est écrasé sur le sol et est mort. Elle sait que c'est une vie, mais il décide de sortir par la fenêtre. Après avoir vérifié les environs, Yojiri remarque qu'ils peuvent aller dans les collines, la ville ou la forêt. Tomoshika fait alors remarquer que quelque chose vole dans le ciel. Elle se rend compte qu'il s'agit de 3 de leurs camarades de classe. Yojiri est impressionné par sa vision à longue distance et lui demande s'il doit les tuer. Elle lui demande ce qui ne va pas dans son esprit. Mais Yojiri répond simplement qu'ils les ont laissés derrière eux pour mourir. Tomoshika dit qu'il ne devrait pas parler de les tuer. Yojiri répond qu'il pourrait être hostile à leur égard. Elle est confuse, mais les gars commencent à s'approcher, également confus parce que le dragon est mort. L'un d'eux remarque que Tomoshika est toujours en vie et se plaint qu'il avait l'intention de transformer son cadavre en zombie pour qu'il puisse se déchaîner, oui ce genre de déchaînement. Les gars discutent entre eux, se plaignant que transformer un cadavre en zombie et l'utiliser est bizarre. En entendant ces mots, Tomoshika se rend compte qu'ils ne peuvent pas être amis. Soudain, l'un d'eux lance une énorme boule de feu qui manque de peu Tomoshika. Les gars continuent de parler entre eux du raffinement de leur magie et du fait que l'un d'entre eux est un guérisseur, l'autre un héros, et le dernier un nécromancien. Le type qui a lancé la boule de feu demande alors à Tomoshika de venir à ses côtés sans résister. Elle ne comprend pas sa demande, mais les 3 hommes lui révèlent simplement qu'ils veulent passer du bon temps avec elle. Tomoshika se rend compte qu'ils en ont tous après son corps. Yojiri est impressionné qu'elle ait le courage de dire cela dans une telle situation. Le nécromancien se plaint qu'elle et Yojiri semblent trop proches. Mais Yojiri dit simplement qu'il s'occupera même de la conversation. Il pointe du doigt le type à la boule de feu et lui dit de mourir. Les 2 autres s'esclaffent mais sont choqués de voir le type s'étreindre au hasard sur le sol. Il demande ce qui s'est passé et Yojiri répond qu'il lui a simplement ordonné de mourir. Il leur dit de ne pas bouger, mais le nécromancien essaie d'aller voir son ami. Yojiri lui dit de mourir lui aussi. Il ne reste plus que Fatso, et Yojiri lui dit que s'il bouge, il mourra. Yojiri promet d'expliquer son pouvoir et demande à Fatso de vérifier si les 2 autres sont vraiment morts. Fatso s'exécute et utilise son pouvoir de guérison, mentionnant qu'il peut guérir n'importe quoi en un instant. Cependant, ses amis ne bougent pas. Tomoshika réalise que c'est Yojiri qui a tué le dragon, mais qu'il ne voulait pas expliquer ce qui s'était passé. Elle se fâche, mais Yojiri lui explique que Fatso est stupide et qu'il doit donc lui expliquer en détail plutôt qu'à elle. Fatso se plaint que Yojiri est allé trop loin, mais notre garçon explique simplement qu'il l'a fait parce qu'ils ont essayé de l'attaquer. Il explique ensuite que sa capacité s'appelle Instant Death, morte instantanée, et qu'elle s'applique à n'importe quelle cible. En fait, il n'a pas besoin de dire aux gens de mourir. Il lui suffit d'y penser. Fatso dit que c'est impossible, mais Yojiri aimerait bien tester cette théorie. Fatso accepte la défaite et tente de s'approcher de Yojiri en faisant semblant d'avoir peur. Mais il se prépare à l'attaquer avec une attaque magique, mais Yojiri lui dit simplement d'arrêter.
Fatso est confus et Yojiri lui explique qu'il a aussi une capacité qui lui permet de savoir si quelqu'un a l'intention de le tuer ou non, et pour ne rien arranger, il peut combiner les deux capacités. En bref, il n'a pas besoin de savoir qui essaie de le tuer. Fatso abandonne en larmes et Yojiri demande pourquoi ils sont si arrogants sitôt après avoir obtenu ses compétences. Fatso révèle alors que c'est la deuxième fois qu'ils viennent tous les trois dans ce monde. Ils ont vaincu le monde des démons et sont retournés dans leur monde. Yojiri demande à Tomoshika si les trois ont manqué des cours, et elle répond que non. Fatso révèle que lorsqu'ils sont rentrés chez eux, quelques heures seulement s'étaient écoulées. Yojiri décide de le tuer, mais Fatso demande à Tomoshika de l'aider. Tomoshika répond qu'elle n'est en vie que parce que Yojiri l'a sauvée, et que c'est donc à lui de s'en occuper. Fatso la traite de froide et sort un objet, promettant que si elle le met sur lui, elle deviendra sa servante. En bref, c'est un collier d'esclave, et il le met sur lui. Il agit comme un pervers en marchant vers elle, mais elle lui dit d'arrêter. Le collier commence à l'étrangler et elle lui demande s'il y a un moyen de ne plus être son maître. Fatso obéit à l'ordre, mentionnant qu'elle peut le transférer à une autre personne. Elle le fait et le transfère à Yojiri, qui décide de ne pas le tuer. Au lieu de cela, Fatso doit se rendre dans la forêt remplie de monstres et y attendre. Mais avant de partir, Fatso doit laisser tous ses objets, et ne jamais parler à personne de Yojiri et Tomoshika. Fatso obéit aux ordres et Tomoshika demande si tout va bien. Yojiri répond que Fatso les trahira toujours, et que c'est donc mieux ainsi. Elle lui demande alors s'il ne se doute pas qu'elle pourrait le dénoncer. Yojiri répond simplement que c'est comme ça, après tout, c'est lui qui a décidé de la protéger. Elle rougit en disant qu'elle ne sait pas quoi répondre et qu'ils ne se sont jamais beaucoup parlé auparavant. Elle demande pourquoi il a décidé de la protéger. Yojiri répond d'abord qu'il ne sait pas pourquoi, mais après l'insistance de Tomoshika, il admet que c'est à cause de son intrigue douce et juteuse. Elle rougit et se met en colère, se plaignant que les hommes sont tous les mêmes. Pendant ce temps, Sion est au lit et fait ce qu'il veut. Un gars vient faire son rapport, mentionnant que la première mission a été accomplie avec 4 pertes, 200 capacités et 2 rangs S. Il mentionne que les rangs S sont morts. Il mentionne que les rangs S sont morts instantanément sans avertissement et pense qu'il s'agit d'une magie de mort instantanée. Cependant, elle rejette cette possibilité et retourne se coucher. Yojiri et Tamashiko ont réussi à atteindre la ville voisine. Tamashiko est heureuse, mais Yojiri a sommeil. Il remarque que les gardes ferment la porte et se précipitent vers eux, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Les gardes leur ordonnent d'attendre qu'ils appellent leur seigneur. Le seigneur apparaît en disant que cette situation est ennuyeuse et il demande s'ils se sont séparés des garçons qui sont venus à midi. Tamashiko est heureuse parce que le garçon connaît le japonais, mais Yojiri demande simplement aux garçons de les laisser entrer pour qu'ils puissent rejoindre leurs camarades. Le garçon s'énerve en disant que d'habitude les gens doivent payer pour entrer. Cependant, il a reçu l'ordre de ne pas gêner les candidats de sages. Yojiri mentionne alors à ses collègues qu'ils se dirigent vers la capitale et comment ils peuvent s'y rendre, mais ce visage hideux se contente de dire qu'il ne les gênera pas et qu'il ne les aidera pas. Yojiri le remercie et décide de partir. Cependant, ce type dit qu'il veut que Tamashiko passe la nuit chez lui à faire de la Zumba. Elle refuse immédiatement et entraîne Yojiri. Une fois en ville, Yojiri lui demande pourquoi elle s'est enfuie et elle répond qu'elle avait peur que Yojiri le tue. Confus, il lui demande si elle pense qu'il est un tueur en série, mais elle répond qu'elle est surprise qu'il ne l'ait pas remarqué. En regardant autour d'elle, Tamashiko s'enthousiasme parce que la ville ressemble à une ville fantastique. Une jeune fille rusée, nommée Miu, s'approche d'eux et leur demande s'ils sont candidats et s'ils sont perdus, car il semble que ce soit la première fois qu'ils viennent en ville. Tamashiko est excitée de voir des oreilles de chat, mais Yojiri demande ce que veut la fille. La fille au chat explique qu'elle veut les aider gratuitement. Ils sont confus et demandent pourquoi elle fait cela. Miu explique qu'elle veut s'entendre avec les candidats pour 2 raisons. Premièrement, ils ont un avenir garanti et deuxièmement, ils sont faciles à séduire. Tamashiko pense que cette fille est sans espoir, mais Miu répond qu'elle ne veut pas séduire son petit ami, mais qu'elle pense que le secret pour construire une bonne relation vient de l'amitié. Tamashiko explique qu'ils ne sont pas en couple, mais Yojiri veut savoir ce qu'elle pense de leur situation. Elle répond qu'elle veut jeter un coup d'œil à la ville avant la nuit, car c'est son objectif. Yojiri demande à Miu de les accompagner pour une visite. Après avoir fait du shopping, Tamashiko révèle qu'elle ne s'attendait pas à porter ce nouveau type de vêtements de façon aussi décontractée, mais elle est tellement aveugle qu'elle ne se rend pas compte qu'ils sont actuellement encerclés. Yojiri révèle qu'il s'attendait à se retrouver dans cette situation. Tamashiko s'excuse en mentionnant qu'elle voulait suivre Miu parce qu'elle semblait gentille. Les bandits commencent à les malmener, mais Yojiri protège la jeune fille et leur demande s'ils veulent de l'argent. Les bandits révèlent qu'ils veulent de l'argent, mais que leur principale cible sont les candidats sans talent. Il explique que ceux qui ont des dons vont généralement dans leur ville. Tout le monde les déteste,
mais ils ne peuvent rien leur faire. En revanche, les candidats sans talent sont parfaits pour être battus et vendus. Tamashiko commence à paniquer, mais notre Yojiri est encore détendu et il répond qu'il comprend, mais il demande la permission de tuer les bandits. Les bandits le narguent en lui expliquant qu'ils vont les tuer. Tamashiko tente de prévenir Miu en lui expliquant que Yojiri est fort malgré son apparence, mais ce stupide garçon-chat pense que ce n'est que du bluff, car 2 personnes sans le don sont aussi inutiles que dans la vraie vie. Yojiri sort son avis de décès et ordonne à tout le monde de mourir en un instant. Les autres bandits sont confus, mais Yojiri poursuit sa tâche en ordonnant au type à l'empreinte de léopard de mourir en 2. Celui-ci s'effondre et Yojiri se rend compte qu'il est impossible d'être à moitié mort. Il décide d'essayer quelque chose de nouveau et pointe la cheville du poulet en lui ordonnant de mourir. Le garçon s'effondre, mais Yojiri pense qu'il s'agit d'une erreur et pointe l'épaule du garçon en lui ordonnant de mourir. Le garçon part lui aussi dans l'au-delà et Tamashiko dit que Yojiri a été trop dur avec les pauvres bandits, mais il révèle qu'il a essayé de les ménager et ordonne à ce chien de mourir. Le garçon devient aveugle, ce qui choque tout le monde. Yojiri poursuit son assaut, obligeant Miu à lui demander qui il est. Yojiri ne répond pas, pensant qu'il n'est pas efficace de tuer des parties individuelles du corps. Miu essaie de jouer la victime en demandant de l'aide parce que ses jeunes frères attendent qu'elle rentre à la maison, mais Yojiri répond simplement que ce n'est pas une raison pour voler et tuer des gens. Le dernier garçon demande s'il n'est pas surdoué, mais Yojiri les montre du doigt et leur dit de mourir. Étrangement, cela ne fonctionne pas car ils sont toujours en vie, alors ils essaient de s'échapper. Tamashiko demande s'il les laisse partir, mais Yojiri répond qu'il a simplement retardé son ordre. 2 bandits tentent de se cacher, mais la mort arrive. Yojiri dit à Tamashiko qu'il est temps de partir, mais ils sont arrêtés par des gardes qui veulent savoir ce qui se passe. Yojiri ment et explique qu'ils se sont perdus et ont trouvé tout le monde mort. L'un des gardes révèle qu'il s'agit d'un mensonge car il a vu tout le monde tomber lorsque les bandits étaient sur le point de les attaquer. Tamashiko se met en colère car cela signifie clairement que les gardes regardaient mais ne les ont pas aidés. Yojiri comprend que les gardes voulaient les laisser se vendre et ensuite retrouver les personnes qui les achèteraient. La gardienne confirme et dit à Yojiri qu'il ne peut rien faire parce qu'ils sont protégés par les cadeaux. Cependant, l'un des gardes utilise ses capacités d'évaluation et révèle que ni Yojiri ni Tamashiko n'ont de don. Cela signifie clairement qu'ils ne peuvent rien leur faire car ils n'ont aucun pouvoir. Le garçon s'excuse parce que son capitaine est impoli, mais Yojiri s'en moque. Il demande au garçon s'il connaît un endroit où ils peuvent passer la nuit et il les emmène dans un immense manoir, ce qui bouleverse Tamashiko, qui pense qu'il s'agit d'un château. Yojiri lui demande si elle peut partager une chambre avec lui pour économiser de l'argent, mais elle est timide. Il décide de demander des chambres voisines. Tamashiko est heureuse parce qu'elle est grande, mais elle s'interroge sur les véritables intentions de Yojiri lorsqu'il lui a demandé si elle voulait partager sa chambre. Elle réfléchit à la situation actuelle et se demande s'il l'aime bien, mais elle se souvient rapidement qu'il ne s'intéresse qu'à son intrigue juteuse et cotonneuse. Soudain, elle aperçoit un esprit dans les airs et remarque qu'il ressemble à sa sœur aînée, à qui elle demande comment elle est venue au monde. Mais l'esprit lui répond qu'elles sont différentes et se présente comme Mokomoko, son ancêtre et esprit tutélaire. Tamashiko est troublée par la dernière partie et l'esprit lui révèle qu'il est apparu pour l'aider. Tamashiko demande pourquoi maintenant et pas avant, mais l'esprit révèle qu'il avait peur que Yojiri les fasse. Tamashiko est surprise que sa capacité fonctionne avec les esprits et l'esprit implore la jeune fille de lui parler d'elle afin qu'il ne lui fasse pas de mal. L'esprit lui révèle qu'il peut la protéger de tout, sauf des attaques physiques. Il lui révèle également pourquoi Tamashiko n'a pas de don, et que c'est parce qu'elle l'a protégé. Tamashiko se met en colère et demande pourquoi, mais l'esprit lui révèle que c'était dangereux, car les dons ont des avantages, mais ils permettent aussi à Sion de contrôler sa vie. Tamashiko et les 3 autres ont été protégés par les esprits, mais son ancêtre n'en sait rien. L'esprit est heureux d'avoir enfin un successeur pour l'école de tir à l'arc, mais Tamashiko l'ignore en disant qu'elle veut retourner dans son monde. L'esprit s'enthousiasme, mentionnant que c'est la raison pour laquelle elle va enseigner ses vrais arts martiaux. Le lendemain matin, Yojiri remarque qu'elle a l'air fatiguée. Elle lui révèle que c'est à cause des événements récents et lui demande s'ils vont rejoindre les autres. Yojiri lui explique qu'il a rencontré Celestina, une employée, et qui lui a demandé de chercher l'emplacement des autres, de préparer une traduction linguistique et des objets de dissimulation. Celestina a également créé un objet qui lui permettra de recharger sa console. Celestina leur remet des billets pour quitter la ville et Yojiri lui demande de garder tous les objets qu'elle a créés. Ils partent ensuite en train et l'ancêtre de Tamashiko a toujours peur de Yojiri. Tamashiko s'assoit alors à côté de Yojiri et lui demande si elles vont pouvoir rencontrer leurs compagnons. Yojiri répond que d'après Celestina, leurs compagnons doivent aller s'entraîner dans la forêt primordiale. Soudain, une énorme explosion fait sauter le plafond. Pendant ce temps, dans l'ancienne cité,
les gardes tentent d'interroger le chien qui a été aveuglé par Yojiri. Le chien ne veut pas parler et il lui explique que la magie de guérison ne fonctionne pas. Une femme sage, Ien, trouve cela intéressant et retire l'un des yeux du chien. Elle lance sa magie de guérison pour reconstruire l'œil entier, mais le chien ne voit toujours pas. Elle trouve cela encore plus intéressant et décide de se révéler en tant que vampire et mord le garçon pour le transformer et augmenter ses capacités. Elle le guérit, mais le garçon reste aveugle. Soudain, le bâtiment se met à trembler et un garçon appelé le héros apparaît à l'intérieur. Le héros attaque Ien à plusieurs reprises, mais elle se contente de dire qu'elle aime sa robe. Les gardes sont confus car elle n'est pas blessée, mais en fait elle est instantanément guérie. Le héros rengaine son épée et Ien lui demande pourquoi il l'attaque alors qu'il devrait s'occuper du seigneur démon. Le héros la traite de tyran et prépare une attaque qui fait exploser tout le bâtiment. Il est heureux d'avoir enfin réussi à tuer un vampire pour Ariel. Cependant, Ien est toujours en vie et elle lui demande si Ariel est son amante. Il est choqué et n'arrive pas à croire que Ien ait réussi à éviter l'attaque. Cependant, Ien explique qu'elle n'a pas bougé du tout parce qu'elle ne peut pas mourir. Le héros est confus car son attaque aurait dû l'éliminer, mais elle pense simplement que ce serait génial si c'était possible. Finalement, le héros supplie qu'on le tue, mais elle le jette du haut de l'immeuble. Pendant ce temps, dans le train, un message ordonne aux passagers de ne pas bouger parce qu'un sage se bat contre un agresseur. Yojiri pense qu'ils sont en sécurité car personne ne les poursuit, mais Tamashiko ne sait pas ce qui se passe. Il regarde autour d'eux et voit un énorme robot que Yojiri comprend être l'attaquant. Tamashiko utilise son incroyable vue pour dire que le sage flotte et lance plusieurs attaques sur le robot, mais la bataille est plutôt équilibrée. Tamashiko demande si Yojiri peut se débarrasser du robot, mais il lui demande pourquoi devrait le faire. Elle affirme qu'ils vont mourir, mais Yojiri répond qu'ils ne sont pas visés. Il révèle qu'il a des règles pour utiliser son pouvoir, sinon il tuerait simplement tous ceux qui l'ennuient. Soudain, une énorme attaque est lancée vers eux, mais heureusement, le robot l'encaisse. Le sage se plaint que le robot bouge et il attaque avec un énorme sort de glace. Les passagers sont gelés, mais Yojiri parvient à protéger Tamashiko. Elle traite le sage de cruel, mais il s'énerve. Yojiri demande pourquoi il les a attaqués, mais le sage lui dit de s'agenouiller et de le louer comme un chien. Il commence à insulter Yojiri, mais Yojiri l'insulte à son tour et pense à le tuer. Le sage tombe à terre et Tamashiko lui demande s'il a fait ça. Il répond simplement qu'il avait une raison de le faire. Le robot s'approche d'eux, mais il révèle qu'il n'a pas l'intention de se battre. Le robot veut négocier avec Yojiri, promettant de lui donner tout ce qu'il veut. Le robot a peur de Yojiri, mais notre garçon lui demande s'il y a un moyen de retourner dans le monde d'où il vient. Le robot répond qu'il connaît un moyen de retourner dans le monde d'où il vient, mais pas dans celui d'où ils viennent. Yojiri demande si le robot peut les y emmener, mais le robot refuse parce qu'il refuse d'emmener quelqu'un d'aussi dangereux que Yojiri dans son monde. Il explique que ce monde se trouve à l'un des niveaux les plus bas et que pour y monter, il faut une énorme quantité d'énergie et les bonnes coordonnées. Yojiri demande alors au robot de lui donner des conseils sur la façon de trouver l'énergie et les coordonnées nécessaires pour retourner dans son monde. Il demande ensuite si Tamashiko veut quelque chose, mais son esprit les interrompt. Plus tard dans la journée, les gardes découvrent le sage qui a été vaincu par Yojiri. Sion a également découvert leur existence pendant qu'elle parlait à Ien et elle trouve curieux qu'ils aient réussi à tuer un sage. Ien s'intéresse à la capacité de mort instantanée de Yojiri, mais Sion révèle que le sage devrait avoir une résistance à la mort instantanée. Sion part et Ien dit à son subordonné d'aller à Anabusa pour en savoir plus sur Yojiri et Tamashiko. Pendant ce temps, les deux garçons se reposent pour la nuit dans la forêt où l'ancêtre de Tamashiko révèle qu'elle a transformé ses sous-vêtements en katana. Ils marchent dans la forêt jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville de Anabusa. Tomoshika est heureuse de constater que la ville ressemble au Japon, mais remarque que Yojiri est en mauvaise condition physique. Yojiri lui répond que c'est normal car il a tué des ennemis sur leur chemin. Elle est confuse, mais en regardant en arrière, elle remarque des monstres et des bandits qui ont essayé de les attaquer. Elle se dit que puisqu'il est fatigué, son pouvoir doit avoir une limite. Yojiri lui répond qu'il peut l'utiliser autant qu'il veut, mais qu'il se sentira fatigué après l'avoir utilisé. Ils entrent dans la ville et l'esprit remarque qu'il y a des barrières au lieu de murs. Tomoshika regarde autour d'elle et voit l'immense hôtel dont la dame de l'auberge précédente leur avait parlé. Il décide d'y rester et y entre, où il rencontre Tachibana, leur camarade de classe. Il est heureux de voir Tomoshika et elle lui demande pourquoi il est ici au lieu d'être avec les autres. Tachibana répond qu'il s'est séparé d'eux parce qu'ils sont inefficaces avec leur niveau. Cependant, une servante n'est pas contente que Tomoshika soit amical envers Tachibana. Le gars lui dit de se calmer parce qu'ils sont camarades de classe. La fille se tait, mais une autre fille fait l'éloge de Tachibana.
Tomoshika est confuse et demande à Yojiri s'il sait de quoi il s'agit, mais il ne le sait pas. Tachibana leur présente alors les servantes, en précisant qu'il s'agit de ses gardes du corps. Au total, elles sont 5 à s'occuper de cette ordure. Les 5 filles se présentent mais en profitent pour menacer Tomoshiko. Elle ne comprend pas de quoi il s'agit, mais Tachibana s'excuse parce qu'il est un bêta qui n'est pas strict avec les filles. Il ordonne aux filles de se taire et Yojiri demande à Tomoshiko si ce type les a aussi laissées derrière lui. Il mentionne qu'il ne connaît pas les capacités de Tachibana, mais qu'il semble assez confiant. Pourtant, Tomoshiko révèle que ce perdant a toujours été comme ça. Il a toujours été populaire auprès des filles et narcissique. Yojiri est surpris, mentionnant que l'école est plus intéressante qu'il ne le pensait. Soudain, cette ordure appelle le destin et invite Tomoshiko à devenir son amante. Il sait que c'est une demande soudaine, mais Tomoshiko est choqué. Le type continue en lui disant de ne pas s'inquiéter pour Yojiri. Il n'a pas l'habitude d'accepter des garçons, mais il peut lui accorder un traitement spécial. Tomoshiko est choqué parce que ce type continue. Même Yojiri mentionne qu'il ne ressent pas d'intention de tuer grâce à cette absurdité. Tomoshiko demande pourquoi il est si confiant et Tachibana répond qu'il a la classe dominator. En bref, il peut dominer tous ceux qui sont plus faibles que lui. Elle est toujours choquée par ses paroles et lui fait remarquer qu'il n'a pas beaucoup progressé par rapport aux autres qui s'entraînent dans la forêt vierge. Cet abruti pense qu'elle l'aime bien et décide de tout lui expliquer. Tout a commencé lorsqu'ils ont organisé une fête après avoir accompli leur première mission. Haruto est venu le voir et lui a donné des conseils. La classe d'Haruto est celle d'un consultant. En bref, c'est un maître de l'intrigue et de l'escroquerie. Haruto a expliqué que tout le monde évitait Ashibana à cause de sa classe et que si quelqu'un ne devenait pas un sage, tout le monde deviendrait du bétail. C'est pourquoi il dit à Tachibana qu'il doit acheter un grand nombre de serviteurs de niveau 1, les moins chers. En bref, les serviteurs se battront pour lui et s'il gagne la bataille, l'adversaire deviendra son serviteur et recevra également des points d'expérience. Cependant, Tachibana mentionne que ses capacités ne contiennent pas cette information. Haruto révèle que sa classe de consultant lui permet de voir les détails cachés des autres. Tachibana veut savoir pourquoi Haruto essaie de l'aider, mais notre maître comploteur veut simplement s'assurer que tout le monde a une chance de devenir un sage et lui souhaite bonne chance. Après cette histoire, Tomoshiko pense que les types de soutien sont trop forts dans ce monde. Yojiri comprend que pendant qu'il parle, le nombre de serviteurs et le niveau de Tachibana augmentent. L'arrogant confirme et demande à nouveau à Tomoshiko de devenir son amante. Elle le rejette mais il lui dit d'y réfléchir et de lui répondre plus tard. Il quitte les lieux et elle lui révèle qu'il est ennuyeux. Pourtant, Yojiri pense qu'il serait plus sûr pour elle d'être aux côtés de Tachibana que de lui. Elle lui demande s'il essaie de la mettre en colère, mais il ne comprend pas sa réaction. Plus tard, Yojiri se repose sur son lit tandis que Tomoshika se demande combien de temps ils sont censés rester dans cet endroit. L'esprit dit qu'il devrait partir après le réveil de Yojiri, mais Tomoshika répond que cela fait déjà 3 jours. Elle demande à l'esprit d'aller le voir, mais l'esprit refuse parce qu'elle ne sait pas ce qu'il va lui faire. Tomoshika dit alors qu'elle en a assez de rester à l'intérieur et qu'elle veut sortir un peu. Soudain, elle voit de la fumée dans les rues. C'est parce que le type à qui l'un a dit de s'occuper de Yojiri est en train d'entrer dans la ville et de tout détruire. Il annonce que son armée immortelle recrute et que si les citoyens meurent, ils deviendront des soldats zombies. L'esprit dit à Tomoshika que ce n'est pas bon car cela sent la mort. Tomoshika est choqué et demande comment ce monde peut être si bizarre car les gens y meurent facilement. Pendant ce temps, la femme de chambre de l'autre homme marche dans le couloir tout en étant invisible. L'esprit demande alors à Tomoshika si elle ne veut pas sortir, mais elle refuse en disant qu'elle se sent plus à l'aise à l'intérieur. L'esprit dit qu'ils ne peuvent pas rester ici éternellement, d'autant plus qu'un ennemi la vise en ce moment même, mais qu'ils ne peuvent pas le voir. Tomoshika est confuse et demande ce qu'ils peuvent faire contre quelqu'un qu'ils ne peuvent pas voir. Elle décide d'appeler la chambre de Yojiri pour le réveiller, mais l'esprit pense qu'elle compte trop sur lui. Pendant ce temps, le téléphone sonne alors que Yojiri rêve de son enfance. Il se souvient s'être réveillé avec son chien qui lui léchait le visage et Asako qui lui disait que le petit déjeuner était prêt. Il se réveille alors de son rêve et décroche le téléphone, promettant d'aller dans la chambre de Tomoshika. En sortant, il constate que le couloir est vide. Cependant, la femme de chambre est invisible et sort un poignard. Yojiri ferme les yeux et se concentre pour sentir l'intention de tuer. Il parvient à voir la fille et découvre qu'elle a l'intention de s'en prendre à Tomoshika. Il sort sa note de mort mentale et la fille tombe sur le sol. Il entre dans la chambre de Tomoshika et lui explique qu'il y avait quelqu'un devant sa chambre pour la tuer. Tomoshika ne comprend pas pourquoi elle a été prise pour cible, mais Yojiri appelle simplement la réception pour dire que quelqu'un s'est effondré dans le couloir. Tomoshika demande pourquoi il a fait cela, mais il répond qu'il les soupçonnerait s'il ne le faisait pas. Pendant ce temps, Tachibana reçoit une alerte indiquant que le signal de sa femme de chambre a disparu.
mais il doit s'inquiéter de l'autre monstre à l'intérieur du donjon. Le monstre l'attaque mais il utilise la barrière pour le bloquer. Il pense que c'est ennuyeux et utilise la barrière pour attaquer, mutilant le bras du monstre. L'un des serviteurs est très content et dit qu'il est bien trop fort pour les monstres du 100e étage. Le monstre demande qui est Tachibana, mais ce type utilise son menu pour utiliser la compétence Flare Bombe. Le monstre est vaincu, et il lui marche dessus pour conclure un contrat. Le monstre l'appelle maître et la fille lance un sort de guérison pour restaurer les parties de son corps. Tachibana demande alors combien d'étages il y a dans ce donjon et découvre qu'il y en a 150. Il ordonne alors au monstre de se rendre à l'étage inférieur et de collecter d'autres serviteurs. Le monstre part et Tachibana demande où se trouve la servante. L'autre fille répond qu'elle doit être à l'hôtel. Tachibana décide alors d'utiliser sa compétence pour voir ses souvenirs, mais il la voit s'effondrer. Il pense qu'elle a été attaquée par derrière, mais l'autre fille ne pense pas qu'elle aurait laissé quelqu'un la surprendre. Il demande alors ce que faisait la femme de chambre dans le couloir, ce à quoi la fille répond qu'il y a deux possibilités. Premièrement, elle voulait amener Tomoshiko et le rendre heureux. Deuxièmement, elle voulait éliminer Tomoshiko. Il est troublé, car cela ne lui conviendrait pas. La jeune fille explique que les opinions de son serviteur ne correspondent pas toujours aux siennes. Il s'inquiète car cela pourrait pousser Tomoshiko à s'enfuir et ordonne à deux autres serviteurs de la maintenir en place. De retour à l'hôtel, Tomoshiko se rend compte qu'il s'agit de la servante de Tachibana et Yojiri pense que ce n'est pas bon. Il dit à Tomoshiko de préparer ses affaires pour quitter cet endroit. Elle confirme, mais il est surpris qu'elle soit si calme dans cette situation. Tomoshiko répond qu'elle a l'habitude de voir des morts lorsqu'elle est à ses côtés. L'esprit ajoute que les humains mourront de toute façon. De plus, les membres de sa famille ne devraient pas être bouleversés par quelque chose d'aussi élémentaire. Tomoshika se met en colère et demande à l'esprit d'arrêter de parler de philosophie. Il commence à s'enfuir, mais un autre serviteur de Tachibana apparaît et demande où ils vont. Yojiri lui demande ce qu'elle veut, mais la jeune fille lui jette un sort pour l'enfermer dans un cristal de glace. Elle lui révèle joyeusement que son patron lui a demandé de lui amener Tomoshiko. Mais Yojiri donne un coup de poing dans la glace et se libère. La jeune fille et Tomoshiko sont confus car il devrait être facile de le briser. Pourtant, Yojiri répond qu'il a essayé de tuer la glace, ce qui a fonctionné. Tomoshiko est confuse et demande ce qu'il entend par tuer la glace. Le serviteur est choqué et commence à lancer plus de magie. Mais Yojiri tue la magie, puis son bâton. La jeune fille tombe à genoux et Yojiri lui explique qu'il peut tuer tout ce qui lui passe par la tête. Elle doit donc être une bonne fille et répondre à quelques questions. Elle accepte et il lui demande si elle peut utiliser la magie sans bâton. La jeune fille révèle qu'en raison de sa classe, elle ne peut utiliser la magie que lorsqu'elle tient un bâton. Yojiri sait que cela signifie qu'elle doit avoir des bâtons de rechange. La jeune fille confirme et sort un autre bâton d'Apiland. Tomoshika demande pourquoi elle le cache là, mais dit aussi à Yojiri d'arrêter de chercher. Il est surpris car il ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse les utiliser de cette façon. Il parle ensuite de ce qu'elle vient de dire, à propos d'emmener Tomoshika à Tachibana, et demande ce qu'il en est des autres. Elle répond que tout le monde a reçu le même ordre. Soudain, une autre fille se trouve au plafond et tente d'attaquer Tomoshiko. Celle-ci utilise rapidement ses compétences en judo pour la mettre à terre. Yojiri est surpris, mais l'esprit mentionne que les talents de Tomoshiko en matière d'arts martiaux sont en train de s'éveiller. Cependant, lorsqu'il regarde correctement la fille, il remarque qu'il s'agit d'une poupée. D'autres poupées les entourent, et l'autre fille tire une autre baguette de ses cheveux, mentionnant qu'elle pensait pouvoir le faire seule. Les yeux de Yojiri brillent et la fille tombe morte sur le sol. La fille qui contrôle les poupées est assise dans les escaliers et leur ordonne de s'en occuper, mais de laisser Tomoshiko en vie. Mais Yojiri tue toutes les poupées. La fille commence à paniquer et ils parviennent à la retrouver. Elle les supplie de ne pas la tuer, ce qui donne à Tomoshika l'impression que ce sont eux les vrais méchants. Pendant ce temps, Tachibana se rend compte que son serviteur est mort et que la petite fille a perdu sa volonté de se battre. Il raconte tout à Yojiri et à Tomoshika. En entendant la conversation, il dit aux autres servantes que Yojiri peut tuer n'importe quoi rien qu'en pensant. Elles ont toutes du mal à le croire, mais Tachibana pense qu'elle devrait d'abord les observer et les conduire à un endroit où elles pourront leur tendre une embuscade. Tomoshika et Yojiri commencent à descendre les escaliers jusqu'à ce qu'ils les voient remplis de cafards. Elle hurle de peur, et lorsque Yojiri s'apprête à prononcer son nom, elle l'en empêche car cela va la traumatiser. L'esprit sait que Tachibana utilise les insectes pour les surveiller. Tomoshika demande si Yojiri peut les tuer, ce qu'il confirme, mais les insectes pleuvront sur leur tête. Elle refuse cette idée, mais il mentionne qu'il pourrait entrer dans sa bouche et l'étouffer. Elle l'imagine et décide de se venger de Tachibana. L'esprit mentionne que Tachibana pourrait faire du monde entier son ennemi. Tachibana observe la situation, pensant que Yojiri ne peut rien faire. Il pense à utiliser les cafards pour les faire crier et les poursuivre.
Cependant, sa servante lui dit qu'il devrait être prudent car ils ne connaissent pas le pouvoir de Yojiri. Il refuse d'abandonner et ordonne aux cafards de tuer Yojiri. Ils activent tous la soif de sang, ce qui effraie Tomoshika. Yojiri dit qu'il devrait tuer Tachibana parce qu'il pense que cela ne demandera pas trop d'efforts. Il utilise l'intention meurtrière des cafards pour repérer la position de Tachibana et lui dit de mourir. Tachibana s'effondre sur le sol, ce qui choque tous ses serviteurs. Cependant, Tomoshika panique parce qu'il a échoué et que les cafards sont toujours en vie. Yojiri explique que son pouvoir ne faiblit jamais car si ses ennemis peuvent l'atteindre, il peut aussi les atteindre. Après tout, le monde ne laisse personne agir sans conséquence. Tomoshiko remarque que les cafards sont plus actifs et il explique que c'est parce que la mort de Tachibana les a libérés. Elle panique, mais il lui attrape le bras et lui dit de courir. Pendant ce temps, les serviteurs de Tachibana tentent toujours de le guérir. L'autre lui dit qu'ils sont libres maintenant et s'en va. Yojiri et Tomoshiko traversent alors une ruelle pour quitter la ville, mais ils entendent soudain des cris. Ils voient que la ville est remplie de zombies. Les zombies commencent à faire des ravages dans la ville et Tomoshika s'interroge sur ce qui se passe. Yojiri lui répond que les zombies sont lents et qu'il devrait être possible de s'échapper s'ils sont prudents. Tomoshika demande s'ils ne peuvent pas aider et Yojiri répond qu'il sera difficile de sauver la ville. Même l'esprit leur dit de partir avant que les choses n'empirent. Pendant ce temps, le maire se plaint de Masayuki qui a libéré les zombies dans la ville, expliquant que la sage vampire, lui a donné les droits de gestion de la ville. Masayuki lui dit simplement de ne pas s'inquiéter car l'air du candidat sage est sous la responsabilité de l'un. De plus, le maire ne devrait pas s'inquiéter car ils ont mené les mêmes batailles. Le maire répond que Masayuki est déjà mort et qu'il est devenu un mort-vivant, et qu'il devrait donc regrouper ses zombies et quitter la ville. Le zombie, lui, révèle que c'était l'ordre de l'un. Il demande au maire de lui remettre la clé de la ville. Comme il s'agit d'un ordre, le maire lui donne la clé et lui demande ce qu'il va faire. Il utilise alors les haut-parleurs de la ville pour ordonner à ses zombies d'arrêter de bouger. Le type se présente ensuite à tous les citoyens et utilise un écran géant pour montrer les photos de Yojiri et Tomoshika. Il explique qu'il est à leur recherche et que les humains restants doivent les amener sur la place centrale dans l'heure qui suit. Si les citoyens ne le font pas, il fera repartir ses zombies. Au même moment, Yojiri et Tomoshika tentent de se faufiler hors de la ville. Ils entendent tout ce que l'autre type a dit, mais aussi qu'il a verrouillé toute la ville pour empêcher les gens de s'enfuir. Chaque citoyen comprend alors qu'il n'a que deux options, capturer Yojiri et Tomoshika ou devenir un zombie. Le maire entre soudain dans la pièce où parle Masayuki, se plaignant d'avoir blessé les citoyens. Masayuki lui répond que s'il ne les menaçait pas, il ne chercherait jamais les étudiants. Tous les habitants de la ville se mettent à la recherche des deux autres, ce qui les oblige à se cacher dans les ruelles. Tomoshika pense que les humains sont maintenant bien plus dangereux que les zombies, mais Yojiri répond qu'ils doivent courir pour éviter d'être trouvés. Tomoshika demande alors pourquoi ils sont poursuivis. Yojiri réfléchit et répond que c'est probablement parce qu'il a tué l'autre sage. 3 hommes effrayés parviennent à les retrouver et promettent de les emmener, quitte à les tuer. Yojiri trouve cela bien rapide et prévient les hommes que s'ils s'approchent, il les tuera. L'un d'eux l'ignore et tente d'attaquer, obligeant Yojiri à le tuer mentalement. Les autres commencent à paniquer et Tomoshika se plaint de la façon dégoûtante de tenir une promesse. Yojiri répond que ces types essaient de les tuer, et qu'ils doivent donc s'attendre à être tués. Il remarque alors que les deux autres s'enfuient et pense que Masayuki est à l'origine de cette situation parce qu'il pense que Yojiri ne peut pas tuer une personne normale. Il révèle qu'il est maintenant ennuyé et pense à aller sur la place pour négocier avec Masayuki. Ils partent à sa rencontre, mais trouvent l'endroit assez sinistre, comme si c'était Halloween. En s'approchant, Yojiri demande qui est Masayuki. Le type ne les reconnaît pas et leur demande s'ils sont venus ici parce qu'ils ont renoncé à courir. Il les traite d'ennuyeux pour avoir essayé de se sacrifier pour les gens, mais Yojiri le traite de stupide. Tomoshika commence à paniquer après avoir entendu ces mots, et Masayuki demande ce que veut Yojiri car s'il le tue, le jeu est terminé. Yojiri répond qu'il veut prendre un train pour se rendre à la capitale royale et que Masayuki serait gentil de lever la barrière autour de la ville. Masayuki est choqué d'entendre ces mots et se met en colère. Il commence à se plaindre, mentionnant que Yojiri est dans une mauvaise position pour négocier en ce moment. Yojiri se rend compte que c'est vrai et pense qu'il doit avoir quelque chose à offrir. Il dit donc simplement qu'il laissera Masayuki vivre, même s'il pense que ce serait une mauvaise chose. Masayuki devient encore plus furieux, traitant Yojiri de fou et lui demandant s'il veut mourir tout de suite. Il ordonne à son armée de corps immortels d'attaquer Yojiri, expliquant que Yojiri ne peut pas tuer quelque chose qui est déjà mort. Mais comme on pouvait s'y attendre, notre garçon leur ordonne de mourir et ils s'effondrent tous. Masayuki est choqué car il ne comprend pas ce qui se passe,
et le maire en profite pour dire qu'il n'est impliqué dans rien. Masayuki veut savoir comment les morts sont morts. Yojiri répond qu'il n'en sait rien non plus, mais comme les morts vivants bougeaient, cela signifie qu'ils étaient vivants. Tomoshika se plaint alors que Yojiri n'a pas tenu compte de ce qui venait de se passer, mais a simplement répondu à la question. Masayuki n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer, mais Yojiri donne la plus grande des réponses. C'est lui qui décide ce qui est mort. En résumé, si ça bouge, c'est vivant. Si ça s'arrête, c'est mort. Masayuki se met en colère et appelle son maître Lin, mais Yojiri lui demande simplement ce qu'il va faire puisque ses camarades sont déjà morts. Masayuki refuse d'accepter la capacité de mort instantanée de Yojiri. Il commence à se transformer en un mélange de Batman et de loup-garou, mais Yojiri lui dit de mourir. Tomoshika se plaint qu'elle voulait d'abord voir la transformation. Elle demande alors ce qu'ils vont faire maintenant, car ils ne peuvent pas négocier avec les morts vivants. Yojiri répond que ce n'est pas un problème et s'adresse au maire. Celui-ci panique et supplie de rester en vie, promettant qu'il veut juste que sa ville reste en sécurité. Yojiri répond simplement qu'ils ont fait ça pour se protéger. Le maire explique alors que tout cela est dû au fait que Sage Lin a ordonné à Masayuki de tuer les deux. En entendant ce nom, Tomoshika demande si Sion n'est pas le vrai nom. Le maire explique alors que Sion est aussi un sage, mais que cette ville est sous le contrôle de Lin. Tomoshika est confuse car ils sont venus dans ce monde à cause de Sion, et maintenant un autre sage veut les tuer. Le maire explique qu'il ne sait pas grand-chose à ce sujet, mais qu'il n'a pas l'habitude d'interférer avec les candidats sages. L'esprit appelle alors Yojiri, mais celui-ci répond qu'il sait déjà qu'une sorte de manipulation spirituelle se dirige vers cette zone. Soudain, Yojiri commence à ressentir des intentions meurtrières tout autour de la place. Tous les citoyens s'approchent. Le maire vérifie alors le corps de Masayuki, expliquant que s'ils utilisent la magie spirituelle, les barrières de la ville devraient les protéger. Il essaie d'activer la clé, mais cela ne fonctionne pas. Il se rend alors compte que c'est Lin qui contrôle la barrière. Pendant ce temps, Lin tente de diriger un énorme monstre vers la ville. Son nouveau serviteur vampire, qui est l'un des esclaves de Tachibana qu'elle a transformé, se plaint que c'est dangereux. Lin explique cependant que Tachibana a été tué à distance parce que son hostilité a été repérée. Lin demande comment elle évalue le niveau de menace de Yojiri, et la servante répond qu'il est supérieur à celui d'un sage ou d'un être mythique. Elle demande à Lin de ne pas s'approcher de Yojiri, mais Lin refuse. Lin se rend compte que même si sa servante sait qu'elle est immortelle, elle s'inquiète pour elle. Cela signifie que Yojiri doit être une sorte de dieu de la mort. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, Tomoshika demande si Yojiri ne peut pas tuer la source qui contrôle les citoyens. Il répond que c'est différent du cas de Tachibana. Il commence à tuer tous ceux qui essaient de les attaquer, et les gens tombent les uns après les autres. Il a l'impression qu'il s'agit d'un test comme celui qu'on lui faisait subir lorsqu'il était enfant. Yojiri remarque alors que le maire est paniqué de voir ses concitoyens mourir devant lui. Mais Lin lui révèle que son plan est de provoquer indirectement la mort de Yojiri. Elle crée alors un autre clone d'elle-même et ordonne à son clone de s'envoler et de créer encore plus de clones. Yojiri remarque que l'intention de tuer devient de plus en plus forte, mais elle aperçoit ensuite l'agresseur sombre. L'immense agresseur détruit tout ce qu'il traverse et les gens commencent à paniquer. Au même moment, Lin révèle que ses clones ne savent rien de Yojiri et qu'ils n'ont aucune intention de meurtre à son égard. Il ordonne alors à ses clones d'attaquer la ville lorsque l'agresseur tentera d'attaquer ou mourra. Tomoshika demande alors à Yojiri s'il peut tuer l'agresseur. Il répond par l'affirmative, ce qui la choque car elle ne s'y attendait pas. Le maire supplie Yojiri de sauver la ville, mais il a un mauvais pressentiment. Néanmoins, il ordonne la mort de l'agresseur, et pendant que l'effet se fait sentir, il remarque que la ville est attaquée depuis les airs. Il sauve Tomoshika, qui se demande si l'agresseur est à l'origine de cette attaque. Yojiri révèle qu'il a tué l'agresseur, mais que cette attaque s'est mêlée à l'intention meurtrière des ténèbres pour passer inaperçue. Il se rend compte que cette attaque n'a pas de cible, mais que le but est de détruire tout le monde. Il pense que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'était qu'un test, mais Tomoshika lui dit d'arrêter de profiter de son nouvel oreiller. Il se lève alors et Yojiri explique qu'il ne sait pas ce qui se passe. En regardant le ciel, Tomoshika explique qu'elle voit plusieurs femmes en robe pleuvoir du ciel. Le maire comprend qu'il s'agit de Lin et Tomoshika demande si Yojiri peut lui faire quelque chose. Il explique qu'il ne peut rien faire car elle ne le vise pas. De plus, ils se déplacent tous si vite qu'il ne peut pas les trouver. Bref, tout cela est prévu pour faire face à son habileté. Comme toutes les femmes se ressemblent, Tomoshika demande combien il existe de Lin. Le maire révèle alors qu'il s'agit de clones car Lin a de superbes capacités de régénération. Yojiri révèle qu'il peut y faire face, mais que ce serait plus facile si elle le visait. Le maire fait alors apparaître un hologramme de la ville et explique qu'il y a un schéma dans les attaques.
Ils n'attaquent pas 2 fois le même endroit et les attaques ne sont pas rapprochées les unes des autres. L'esprit traite même l'Inde d'idiote parce qu'elle essaie de rendre les choses aléatoires, alors qu'elle les a rendues cohérentes. Tomoshika pense qu'ils peuvent utiliser ces informations pour prédire où aura lieu la prochaine attaque. Le maire comprend rapidement où elle aura lieu et Yojiri dit qu'il s'y rendra. Le maire révèle alors qu'il l'aidera grâce à sa capacité de téléportation. Tomoshika veut aussi venir. Yojiri lui dit de se cacher mais ajoute qu'elle est la seule à pouvoir tout voir. L'esprit veut aussi l'aider et il décide de se téléporter. Yojiri et Tomoshika se tiennent la main et elle le conduit à l'endroit où le clone va frapper. Il ordonne au clone de mourir et l'esprit utilise une capacité pour créer un bouclier autour d'eux. Après l'impact, le bouclier est récupéré et Tomoshika est soulagée car elle pensait mourir. Yojiri remarque alors quelque chose sur la main de Tomoshika et lui demande ce que c'est. L'esprit a utilisé son pouvoir pour combiner une partie des sous-vêtements de Tomoshika avec le pouvoir de l'agresseur précédent qui peut se transformer en abri. L'esprit est inquiet car vaincre les clones ne servira à rien dans le jeu final. Yojiri lui répond que tout va bien. Les clones tombent et disparaissent, ce qui amène l'un à se demander comment les vampires immortels peuvent mourir. Son serviteur lui dit qu'il ne devrait pas viser Yojiri, mais l'un répond qu'elle doit simplement créer de nouveaux clones avec des paramètres différents. Soudain, elle ressent une étrange sensation dans son corps et réalise que son vrai corps, caché dans une autre dimension, est mort. Elle se lance alors dans un saut à l'élastique sans corde, mais pense que c'est ainsi qu'elle sauvera la jeune fille. Elle disparaît soudainement et Tomoshika se rend compte qu'il n'y a pas d'attaque à venir. Il retourne alors chez le maire pour tout préparer et s'enfuir. Pendant ce temps, une jeune fille se réveille et remarque que son lit ressemble à un cercueil. Elle pense qu'elle est un vampire et voit une pierre dans sa main. Le rocher montre l'hologramme de l'un, expliquant que son plan a réussi et qu'elle est morte alors que la jeune fille a survécu. Elle explique ensuite à la jeune fille qu'elle est un clone plus jeune d'elle qui n'a pas récupéré ses souvenirs pour éviter d'être la cible de Yojiri. De retour en ville, le maire les remercie pour leur aide et leur donne une voiture, en leur disant de faire attention. Tomoshika se plaint que Yojiri joue à des jeux au lieu de conduire. Il explique que c'est parce qu'il percute toujours les murs lorsqu'il joue, et qu'il ne peut donc pas conduire. Sur ce, Tomoshika est prête à conduire et l'esprit révèle que sa famille est capable de conduire n'importe quoi. Alors qu'elle traverse un canyon, Tomoshika tente de réveiller Yojiri et de le convaincre de conduire, mais il rêve du moment où il a rencontré Asako, sa mère adoptive. Ce jour-là, Asako passe un entretien d'embauche dans un institut de recherche, mais en lisant le contrat, elle remarque une clause stipulant qu'elle ne pourra pas se plaindre si le travail est la cause de sa mort. Elle a évidemment essayé de refuser et de partir, mais on l'a forcée à signer. Elle pensait qu'il s'agissait là de la base d'une organisation maléfique, mais Yukio essayait de le nier. Alors qu'ils étaient dans l'ascenseur, elle voulut connaître les détails de son travail, mais Yukio lui répondit qu'elle devait simplement s'occuper d'un monstre. Yukio lui expliqua qu'il ferait des expériences dans leur institut. En bas, elle remarque qu'il fait sombre et qu'il y a quelque chose d'écrit sur les portes. Yukio lui explique qu'il s'agit d'une écriture. Elle lui demande où il l'emmène et il lui révèle qu'il s'agit de son lieu de travail. Alors qu'ils prennent un autre ascenseur, il lui demande si elle connaît l'Alpha Oméga. Comme elle l'ignore, il lui explique que cela signifie « tout ou l'éternité » et que c'est le nom du cobaye dont Asako va s'occuper. Asako demande si ce sujet est humain, mais Yukio ne peut pas lui donner de réponse car il ne l'a jamais vu. Tout ce qu'il sait, c'est qu'Alpha Oméga peut tuer tout ce qu'il veut par la seule pensée. Asako n'arrive pas à croire qu'ils attendent d'elle qu'elle s'occupe d'un tel monstre, mais Yukio répond que c'est possible parce qu'elle a une licence d'enseignante et qu'elle réalise que c'est la seule raison pour laquelle elle a obtenu ce travail. Yukio tente d'expliquer que si elle ne le fait pas, l'humanité risque de mourir. Il explique qu'ils pensent qu'ils ne peuvent éviter cela qu'en fournissant une éducation appropriée. Elle se plaint qu'il y a d'autres personnes plus aptes à faire ce travail, mais Yukio révèle qu'elle est parfaite pour ce travail. Après avoir atteint le dernier étage, elle remarque une porte de coffre-fort. Yukio lui explique qu'il ne peut pas aller plus loin et lui donne des papiers avec des instructions. Il lui souhaite bonne chance et prend l'ascenseur. Elle ouvre la chambre forte à l'aide de cartes et constate que l'intérieur n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Elle suit le plan et atteint une maison, mais ne semble y trouver personne. Elle entend alors des bruits provenant d'une pièce. Elle ouvre la porte et voit qu'Alpha Oméga est un petit garçon innocent. Malgré son choc, elle se plaint que tout le monde a peur d'un enfant et le prend dans ses bras. Elle sort et le jette par terre en lui disant d'être un enfant normal et de jouer dehors. L'enfant est confus et la montre du doigt. Elle a peur, se rappelant qu'il peut tuer n'importe quoi par la simple pensée. Soudain, elle entend quelque chose tomber sur le sol et voit une sorte d'ombre. Le garçon révèle que la chose se cachait dans l'ombre juste pour arriver ici.
Ils l'appellent un démon, révélant qu'ils viennent souvent là pour le tuer. Asako est confuse et le garçon lui dit que cela ne le dérange pas de jouer dehors, mais il demande s'il peut le faire demain parce que c'est bientôt le soir. Asako se rend compte qu'elle l'a oublié après avoir perdu la tête et l'aide à se relever. Elle se présente et demande au garçon son nom, et il répond qu'il s'appelle Alpha Omega, mais qu'avant d'arriver là, il s'appelait Laura Kakushi. Il dit qu'il a faim, ce qui lui fait comprendre qu'elle doit aussi préparer ses repas. Elle vérifie le réfrigérateur et se rend compte qu'elle ne sait pas cuisiner. En vérifiant chaque compartiment de la cuisine, elle trouve des nouilles et les donne à manger à l'enfant. L'enfant dit qu'il les aime, mais Asako réfléchit encore à son nom. Elle lui demande de parler de ses parents, mais le garçon ne sait pas ce qu'est un parent. Elle le regarde et pense à un chien qu'elle appelle Yojiri. Le garçon demande si Takatsu Yojiri sonne bien, mais Asako ne comprend pas pourquoi il utilise son nom de famille. Mais elle se rend compte qu'il ne sait pas ce qu'est une famille, alors elle décide de le laisser utiliser ce nom et lui apprend à serrer la main et à saluer quelqu'un. Pendant ce temps, Tomoshika le réveille pour lui parler du rocher qui se trouve sur leur chemin. Elle lui fait remarquer qu'il a dormi tout le temps, mais il lui explique que c'est parce qu'il a dépensé trop d'énergie lors du dernier combat. Yojiri pose la question la plus importante, pourquoi vont-ils à la capitale? Tomoshika est choqué car il aurait pu poser cette question avant qu'ils ne partent. Yojiri explique que leur but est de retourner au Japon et que pour cela, ils doivent parler à Sion. Mais il pense qu'il y a un meilleur moyen de lui parler sans aller à la capitale. Tomoshika répond que leurs camarades de classe s'y rendent tous. Elle reprend la route en espérant trouver un autre moyen de les emmener à la capitale, mais soudain, il tombe sur quelque chose. Dehors, il voit un dragon qui s'apprête à les attaquer, mais Yojiri lui ordonne de mourir. Tomoshika est soulagée jusqu'à ce qu'elle remarque que plusieurs autres dragons volent vers eux. Yojiri se rend compte qu'ils sont sur leur territoire. Les dragons se préparent à cracher du feu et Tomoshika lui attrape le bras en lui demandant de faire quelque chose car les dragons ont l'intention de les tuer. Yojiri ordonne à tout le monde de mourir et les dragons commencent à pleuvoir, ce qui amène Tomoshika à comparer cela à une publicité pour un insecticide pour dragons. Elle pousse un soupir de soulagement, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'ils ont été recouverts par une grande ombre. Elle voit un énorme dragon doré devant eux et commence à paniquer en pensant qu'elle pourrait être électrocutée, mais Yojiri révèle qu'il ne perçoit aucune intention meurtrière. Le dragon les regarde et leur dit qu'ils peuvent passer. Tomoshika est troublé par ces mots, mais le dragon se retourne et s'envole, paniqué. Yojiri lui demande d'attendre et lui demande pourquoi les dragons les ont attaqués s'ils peuvent les comprendre. Le dragon l'ignore, mais Yojiri promet de faire de même avec les autres dragons. Il s'avère que l'énorme dragon est en fait une petite fille qui tremblait de peur et savait qu'elle devrait s'envoler sans parler. Tomoshika est troublé par sa nouvelle apparence et l'esprit lui révèle que cela arrive souvent dans les mondes parallèles. Yojiri demande pourquoi la fillette les a attaqués. La jeune fille explique qu'elle essayait de voir s'ils étaient qualifiés pour rencontrer le maître du sabre. Yojiri et Tomoshika sont troublés par ces paroles. La jeune fille leur demande s'ils ne sont pas venus pour voir le maître du sabre, mais ils répondent qu'ils s'en fichent complètement car la seule chose qu'ils veulent, c'est se rendre à la capitale. La jeune fille leur explique que le maître de sabre se trouve dans ce canyon et que s'ils le rencontrent, ils pourront recevoir un cadeau. Bref, elle n'est là que pour tester les personnes qui veulent le rencontrer. Mais notre duo n'en a cure. La petite fille ne cesse de répéter que l'épée dont elle parle est formidable et qu'elle peut rivaliser avec les sages grâce à elle. Yojiri pense qu'elle doit avoir des informations sur la façon de retourner dans leur monde d'origine, mais Tomoshika pense qu'ils ne doivent pas faire diversion car ils sont déjà perdus. La jeune fille en profite pour leur proposer un marché. Elle les guidera jusqu'à la capitale, mais ils devront d'abord rencontrer l'homme à l'épée. Ils acceptent le marché et la jeune fille se présente sous le nom d'Atiya. Après un voyage rapide, ils atteignent un endroit où plusieurs personnes se sont rassemblées en attendant le sabreur. Ils commencent tous à se plaindre de la tromperie dont ils ont fait l'objet en arrivant dans un véhicule. Yojiri est troublé par les propos de chacun, mais Atiya lui explique qu'aujourd'hui a lieu la sélection pour le Saint-Roi. En bref, si quelqu'un devient chevalier du Saint-Roi, il peut devenir disciple du Saint de l'épée, donc tout le monde ici vise à devenir le prochain Saint de l'épée. Un autre garçon les regarde et dit qu'ils ont été disqualifiés malgré leurs efforts. Une autre voix dit que la sélection n'a pas encore commencé et que personne n'a été disqualifié. Ils voient enfin le maître de sabre, qui leur fait passer leur première épreuve, une bataille royale à mort. Tomoshika n'arrive pas à croire le vieil homme, mais Yojiri lui demande s'il peut partir. Atiya est confus, mais le vieil homme crée une règle selon laquelle si Yojiri part, tout le monde sera disqualifié. Tout le monde commence à s'entretuer sous les yeux de Yojiri et de Tomoshika. Un groupe les prend soudain pour cibler,
Comme Yojiri n'a pas d'autre choix, il décide de les tuer. Mais un inconnu s'avance et promet de les protéger. Il traite tout le monde de stupide en disant qu'ils ont tous mal compris l'intention du maître du sabre. Il pense qu'il s'agit d'un test pour déterminer s'ils ont la bonne personnalité pour devenir chevalier du roi. Le garçon est capable d'affronter plusieurs adversaires en même temps, mais il n'a pas l'intention de les tuer. Quelques types au hasard commencent à lancer de la magie sur Yojiri, mais il leur ordonne simplement de mourir. Le garçon ne comprend pas pourquoi ils sont tombés, mais il en conclut que c'est sans doute l'ancien dieu qui a puni ceux qui ne respectaient pas la loi, puisqu'ils avaient tous renoncé à les combattre. Il se tourne vers le duo et leur demande de rester un peu plus longtemps pendant qu'il les protège. Soudain, ils entendent une voix qui appelle à l'aide et voient un garçon coupé en deux qui essaie de ramper en demandant une pierre. Tomoshika voit une pierre aux couleurs de l'arc-en-ciel à côté d'elle et la pose sur la main du garçon. Le garçon écrase la pierre et, d'une manière ou d'une autre, elle régénère son corps. Il la remercie pour son aide, mais l'homme à l'épée leur dit de le suivre car leur nombre a diminué. Alors qu'ils marchent dans la forêt, Tomoshika se demande ce qu'ils doivent faire. Atiya les supplie de rester et de participer. Elle explique ensuite que si sa recommandation devient le chevalier du Saint-Roi, elle deviendra leur servante. Yojiri trouve que cela devient ennuyeux, mais comme ils n'ont pas obtenu d'informations, il va les suivre. Les autres garçons se présentent sous le nom de Lionel et le chevalier sous celui de Rick. Yojiri interroge Rick sur l'épée sacrée et le chevalier du roi saint. Rick explique qu'un chevalier saint s'occupe des dieux qui ont été scellés, qu'ils appellent des démons. Il révèle que le diable est apparu il y a 1000 ans et qu'il a été scellé par le saint roi de l'époque. Yojiri n'est pas sûr que le démon soit toujours une menace après avoir été scellé si longtemps, mais Nick explique que certains disciples essaient de le libérer. Tomoshika profite de l'occasion pour interroger Lionel sur la pierre qu'il possédait et qu'il appelle la « pierre d'excuse ». La pierre peut le guérir de blessures graves ou même être utilisée comme jeton. Tomoshika est perplexe, mais Lionel lui explique qu'il n'a pas de chance. Il révèle rapidement qu'il est devenu un sacrifice d'une mystérieuse organisation avant de venir dans ce monde, mais qu'une déesse lui est soudain apparue et lui a donné ses pierres. Tomoshika en profite pour demander à l'esprit si Dieu aime contrôler le destin des gens. L'esprit répond que certaines personnes sont surveillées par des esprits, mais qu'il y a aussi des gens dont le destin est choisi par Dieu. Tomoshika remarque qu'il ne lui reste plus que 3 pierres, mais Lionel explique pathétiquement qu'il reçoit de nouvelles pierres à chaque minuit, en fonction de la malchance de sa journée. Soudain, il voit les autres participants disparaître, mais Atiya leur dit de ne pas s'inquiéter car il s'agit d'une barrière invisible. Lorsqu'ils entrent, ils voient une immense tour, mais l'esprit ordonne à Tomoshika de quitter cet endroit parce qu'elle sent un miasme maléfique provenant de la tour. Soudain, Lionel se met à vomir et l'esprit lui explique qu'il a été affecté par les miasmes. En regardant autour de lui, Yojiri remarque quelque chose. Lionel utilise la pierre et acquiert une résistance au miasme. Yojiri demande alors à Atiya s'il est possible d'entrer dans la tour, mais elle n'est plus là. Nick explique que seules les personnes qui participent à la sélection sont autorisées à entrer. Ils entrent dans la tour et prennent l'ascenseur jusqu'à l'étage le plus élevé. Là, le vieil homme leur dit de regarder en bas et ils voient une énorme boule d'énergie et le vieil homme leur explique que c'est la fin du monde. En regardant en bas, Tomoshika voit des monstres déos figés dans le temps au cours d'une grande bataille. Elle remarque qu'il y a un homme en noir et une femme en blanc au milieu. Elle dit à Yojiri que l'épée de la femme transperce les deux et Rick explique qu'il s'agit du Saint-Roi et du diable. Le vieil homme explique que son travail consiste à garder cet endroit. Soudain, une jeune fille nommée Frederica pense que tout sera fini s'ils parviennent à vaincre les choses à l'intérieur de la boule. Lionel l'appelle par son nom, révélant qu'elle est l'amie qui l'a amenée ici. Elle dit au vieil homme que sa tâche prendra fin aujourd'hui et elle lance une énorme boule de feu à l'intérieur de la boule d'énergie. Mais l'attaque semble vaine. Le vieil homme explique que le temps s'écoule lentement à l'intérieur de la barrière et qu'il faudra quelques centaines d'années avant d'atteindre le Seigneur des Ténèbres. La jeune fille est choquée, mais le vieil homme lui désigne une autre fille et lui explique qu'elle va lui donner les détails de leur procès. Elle révèle que leur objectif est de passer du toit au premier étage de la tour en 24 heures. L'une des filles demande si elles peuvent sauter du toit, mais l'autre répond qu'elles doivent d'abord accumuler 100 points à l'intérieur de la tour. Le duo se rend compte qu'il ne l'a jamais vu auparavant, mais remarque que d'autres participants ont été ajoutés. Tomoshika n'en tient pas compte et demande si Yojiri ne peut pas tuer le dieu des ténèbres avec sa capacité, mais il se rend compte qu'il n'a aucune raison de le faire, alors il profite du spectacle. Il révèle ensuite qu'il a essayé de tuer la source du miasme et qu'il a tué le dieu des ténèbres. Il décide alors d'entrer dans la tour pour atteindre l'étage inférieur et partir.
Les deux autres tentent de les suivre, mais l'ami de Lionel leur dit de s'arrêter et elle lui demande ses pierres spéciales pour restaurer son pouvoir magique. Il lui tend une pierre en lui expliquant qu'elle ne peut être utilisée que par lui. Voyant qu'elle ne peut pas l'utiliser, la fille jette la pierre et se plaint qu'il la suive alors qu'il est inutile. Une fois à l'intérieur, il voit plusieurs participants sur le sol. Rick mentionne que la tour devrait être pleine de monstres et de pièges, mais qu'il devrait être facile d'en venir à bout puisqu'ils sont au dernier niveau. Il leur dit d'éviter les pièges qui n'ont pas encore été activés, mais Lionel tombe immédiatement dedans et se fait transpercer par un javelot. Heureusement, il guérit immédiatement grâce à un cristal. Malgré l'avertissement de Rick d'attendre, Lionel décide d'ouvrir une porte et d'entrer dans la pièce, mais la porte se referme et on n'entend plus que les cris de Lionel et des bruits de coups de couteau. Il force l'entrée, mais trouve une fille habillée en femme de chambre à l'intérieur de la pièce. Rick la reconnaît comme étant Teresa et lui demande ce qui se passe. Elle lui demande de ne pas la juger car ce n'est qu'une autre façon de marquer des points. Rick ne comprend pas pourquoi Teresa est dans la tour alors qu'elle est déjà chevalier, mais elle révèle que ses qualifications ont été annulées après avoir tué trop de gens par erreur et que c'est pour cela qu'elle est à nouveau testée. Rick demande à tout le monde de s'échapper, mais Tamashiko fait remarquer que c'est impossible car la pièce est remplie de câbles fins. Teresa remarque qu'elle a de beaux yeux et elle est déçue car ils ne sont pas tombés dans son piège. Rick décide alors de retenir Teresa pendant que Tamashiko et Yojiri trouvent un moyen de s'échapper. Teresa commence à attaquer avec ses fils, affirmant qu'un chevalier du Saint-Roi doit être la personne la plus forte du monde. Tamashiko remarque que Rick utilise son bouclier pour bloquer les attaques et pense que Teresa est beaucoup plus forte. Elle ne fait que jouer, alors que Rick doit faire de son mieux pour bloquer les attaques. Cependant, Yojiri décide de gâcher le plaisir et ordonne à Teresa de mourir. Elle s'écroule sur le sol, choquant tout le monde. Yojiri change de sujet et demande si la main qu'il vient de trouver appartient à Lionel. Tamashiko commence à regarder autour d'elle et trouve Lionel au bord de la mort, suppliant qu'on lui rende le cristal. Le groupe continue et atteint l'étage 98 où ils rencontrent une fille qui leur explique qu'il s'agit d'une zone d'hébergement sécurisée pour tout le monde. Yojiri en profite pour suggérer au groupe de se séparer car ils risquent de devoir s'entretuer lors d'un test. Rick accepte, tout en précisant qu'il ne s'attendait pas à ce que cette épreuve soit aussi cruelle. Il demande s'ils seront en sécurité et Yojiri révèle qu'il sera avec Tamashiko. Lionel veut attendre minuit pour faire le plein de cristaux et demande une chambre pour se reposer. Tamashiko et Yojiri restent seuls et il lui demande si elle veut se reposer. Mais il y a un problème, il n'y a qu'une seule chambre disponible. Notre garçon prend la chambre et trouve un lit double. Tamashiko lui rappelle l'esprit de son ancêtre, toujours présent, mais l'esprit lui dit de s'amuser en se cachant dans le mur. Tamashiko commence à s'inquiéter lorsqu'elle voit Yojiri se déshabiller et mettre son pyjama. Puis il se met au lit et s'allonge comme une brique. Tamashiko n'arrive pas à croire que ce type veuille simplement dormir. « Qu'est-ce que tu fabriques, Yojiri ?» Pendant ce temps, Lionel attend les cristaux dans sa chambre. Il est heureux d'avoir réussi à survivre jusqu'ici, malgré le fait qu'il soit mort 15 fois. Il est enfin minuit et il reçoit son cristal, mais il se rend compte qu'au lieu de 10 cristaux, il en reçoit 100 dans le cadre d'un événement spécial avec un objet ultra rare. Il pense recevoir une arme ou quelque chose comme ça, mais au lieu de ça, il invoque une fille. Il ne comprend pas pourquoi il vient d'invoquer la déesse qu'il a réincarnée dans ce monde. Il pense qu'elle va se joindre à lui en tant qu'allié, mais elle lui révèle qu'elle n'est là que pour le contrôler. Malgré sa confusion, la déesse lui explique qu'elle a mis à jour son point de contrôle et que s'il meurt à nouveau, il pourra le faire. Pendant ce temps, le maître de l'épée veut savoir comment se déroule le test et elle explique qu'elle est inquiète car le nombre de morts ne correspond pas au nombre d'âmes. L'ancien lui dit de ne pas s'inquiéter car cela devrait suffire à maintenir la deuxième barrière. Pendant ce temps, une bagarre éclate dans un endroit quelconque. Une jeune fille se plaint du garçon qui l'attaque, mais celui-ci lui répond qu'il ne veut pas devenir un sage. La fille révèle qu'elle doit le tuer, mais il refuse, alors elle utilise son œil pour mesurer son pouvoir, confirmant qu'il a reçu ses pouvoirs de Dieu. Le garçon confirme, mais il révèle qu'il ne peut connaître son nom qu'en la regardant. Il tente de l'attaquer avec des tentacules magiques, mais la fille annule son attaque. Il devient fou et tente une autre attaque, mais elle l'annule en l'imitant. Elle prétend pouvoir faire la même chose que lui. Le garçon essaie de lancer un autre sort, mais rien ne se passe. Elle explique que Dieu peut donner et retirer des pouvoirs. Comme il ne peut plus utiliser la magie, le garçon décide d'utiliser son épée. Le garçon l'attaque, mais elle l'esquive et lui coupe la tête avec son couteau. Soudain, le couteau se met à parler, révélant qu'il a reçu une nouvelle mission. Elle doit maintenant se rendre à Anabusa et tuer Yojiri et Tamashiko. Soudain, elle entend une voix qui lui dit d'attendre et il s'avère que c'est Fatso, qui explique immédiatement que l'autre garçon l'a sauvé des monstres.
Comme il n'a nulle part où aller, il veut devenir son serviteur. Pendant ce temps, dans la tour, l'esprit se dépêche de réveiller l'un des deux et c'est Tamashiko qui ouvre les yeux en premier pour constater que Yojiri est en train de faire ses rêves les plus fous. Tamashiko remarque que l'esprit a la moitié de son corps à l'intérieur du mur et demande ce qui se passe. L'esprit explique qu'il a remarqué que Yojiri s'accrochait à Tamashiko pendant qu'il dormait et qu'elle a essayé de leur donner un peu d'intimité, mais elle a essayé de passer à travers, se coinçant elle-même dans le mur. L'esprit révèle que la tour attire les âmes des morts en un seul endroit, de sorte que les murs et les planchers essaient de l'absorber. Yojiri se réveille enfin et l'esprit lui demande s'il peut l'aider. Yojiri essaie de tuer la fonction d'absorption de la tour, mais l'esprit est finalement absorbé par le mur et Tamashiko lui dit au revoir. Yojiri touche le mur pour rétrécir la cible et active sa capacité. L'esprit parvient à sortir du mur et elle se demande pourquoi ils essaient de collecter les âmes des morts. Yojiri pense que ce test a un but caché et il dit à Tamashiko de se préparer parce qu'il tuera toute personne qui se montre hostile sans même lui demander son avis. Elle est confuse car c'est ce qu'il fait d'habitude, mais Yojiri explique qu'il essaie d'éviter de tuer autant que possible. Les autres participants vont essayer de les tuer, alors il ne peut plus se retenir. Tamashiko pense qu'il est trop tard pour le dire car elle est déjà prête. Elle le surprend alors en affirmant qu'il a utilisé son pouvoir pour la sauver, ce qui fait rougir Yojiri, qui se retourne en disant qu'il a faim et appelle le room service. Pendant ce temps, l'autre fille se trouve dans le canyon et rencontre le dragon d'or. Le gros garçon lui dit de s'enfuir parce qu'elle ne peut pas utiliser ses compétences pour gagner contre un dragon, mais elle pense que c'est facile parce qu'il est impossible qu'un énorme dragon puisse voler. Soudain, le dragon tombe et elle révèle que sa capacité est de simplement changer les événements tant qu'elle y croit. Mais elle ne peut pas influencer ce qui a une grande valeur de destin. Le dragon parvient à se relever et à mordre le bras de Fatso, mais la jeune fille lui coupe la tête. Soudain, un attaquant apparaît et commence à absorber les informations du dragon. L'attaquant s'enfuit soudainement et Fatso aperçoit une tour de loin. Elle décide de vérifier la tour pour trouver Yojiri, mais le gros homme refuse, expliquant qu'il sera tué. Pendant ce temps, Yojiri et Tamashiko poursuivent leur chemin à l'intérieur de la tour. Soudain, un homme apparaît et lui dit d'arrêter de tricher. Il lui explique que c'est lui qui a construit cette tour et qu'il peut apparaître où il veut. Tamashiko se plaint que c'est aussi de la triche, mais l'homme dit qu'il a eu du mal à trouver des pièges. Yojiri explique qu'ils veulent juste quitter la tour, mais l'homme répond qu'ils ne peuvent pas partir et il révèle que cette tour existe pour maintenir la barrière qui scelle le Dark God, donc Yojiri ne peut pas la détruire. Yojiri tente de conclure un marché. S'il les laisse partir, rien ne se passera, mais le garçon ne le croit pas car il pourrait être l'un des pions du dieu des ténèbres. Le garçon finit par se présenter comme Eglacia, le grand sorcier, et il essaie de donner à Yojiri quelque choix, mais notre garçon lui dit de mourir. Tamashiko est choqué et demande si ce type n'est pas quelqu'un d'important. Yojiri répond que ce type allait les tuer et qu'il devrait passer à autre chose. Soudain, le maître de l'épée remarque plusieurs alarmes dans le système de la tour, révélant que le seul chemin a été brisé, et que des pièges et des énigmes ont également été détruits sans avoir été activés. Rick réussit à atteindre 100 points après avoir battu un type au hasard et il remarque un énorme feu devant lui. En s'approchant, il réalise qu'il s'agit de Lionel et de son ami. Elle explique qu'elle essaie d'aider Lionel qui n'a actuellement aucun point. Elle crée littéralement une barrière de feu et l'oblige à se battre contre les autres participants. Heureusement, il réussit à tuer le gars et Rick se rend compte qu'il devient fort. Pendant ce temps, Yojiri et Tamashiko atteignent une sorte d'arène où ils voient deux personnes se battre. Elle remarque un homme assis sur un trône avec deux autres filles à ses côtés. Il dit à la fille au lapin que les attaques de son adversaire sont pathétiques et elle pense qu'il essaie de l'encourager. Tamashiko continue de regarder le combat et l'esprit lui demande ce qu'ils vont faire. Yojiri pense que c'est simple, ce combat n'a rien à voir avec eux et ils vont donc avancer rapidement. Tamashiko remarque que la porte est juste derrière le garçon, mais il dit à son adversaire d'être sérieuse. La fille décide de suivre son conseil et elle s'avère être un demi-démon. La jeune fille promet d'en finir rapidement avant que le maître d'épée ne découvre son identité. Elle combine la magie avec l'épée et attaque la fille lapin, mais celle-ci lâche son arme et commence à frapper l'autre fille. Il s'avère que la fille lapin est redoutable au combat rapproché. Tamashiko pense que ce duel ne finira jamais et Yojiri décide de demander au garçon de les laisser passer. Le garçon sur le trône lui demande qui il est, mais Yojiri répond simplement qu'ils ne se mettront pas en travers de son chemin. L'homme refuse de les laisser passer car ses disciples n'ont pas assez de points, mais Yojiri pense qu'il ne devrait pas les combattre car lui et Tamashiko n'ont que 6 points ensemble. Le garçon panique en disant que c'est une raison pour laquelle il devrait se battre. Yojiri ne veut pas accumuler de points et veut simplement partir. Le garçon qui ne laisse passer personne.
Yojiri demande à la fille et elle lui répond qu'il peut faire ce qu'il veut. Le garçon sur le trône pense que c'est l'occasion de voir un combat à 3. Si Yojiri gagne, il les laissera passer. Tamashiko commence à paniquer en mentionnant à quel point les talents de négociateur de Yojiri sont terribles. L'homme révèle alors qu'il veut garder la fille démon et Tamashiko pour lui. Il ordonne à ses filles de tuer Yojiri et de laisser les autres en vie, mais les filles tombent toutes au sol après que Yojiri leur a ordonné de mourir. Voyant qu'ils ont gagné, Yojiri et Tamashiko s'éloignent, mais le garçon refuse de se rendre. Il s'apprête à les attaquer, mais Yojiri ordonne sa mort. En partant, la fille démon demande si c'est bien Yojiri qui a tué tout le monde. Il le confirme et elle le supplie de l'aider. Yojiri n'est pas intéressé, mais Tamashiko lui dit d'au moins écouter sa requête. La jeune fille se présente comme Théodisia, une épéiste déguisée qui s'est infiltrée dans la tour pour tenter de retrouver sa sœur récemment disparue. Elle est venue ici parce qu'elle a entendu dire que son peuple était emprisonné dans la tour, et elle aimerait donc que Yojiri l'aide à la traverser et à retrouver sa sœur, mais l'aider signifierait aller à l'encontre du maître de l'épée. Yojiri et Tomoshika détruisent la tour petit à petit, se déclarant ainsi déjà ennemis du maître de sabre, même s'ils ne le voulaient pas. C'est pourquoi Yojiri est d'accord pour l'aider, mais il lui dit de ne pas trop compter sur ses compétences, car il ne fait que l'aider à rechercher sa sœur. Théodisia apprécie son offre d'aide, mais ils doivent trouver des indices pour savoir où chercher s'ils veulent partir à la recherche de sa sœur. Elle n'a pas beaucoup d'indices, mais pour une raison ou une autre, elle pense qu'il faut d'abord chercher dans les souterrains. C'est alors qu'ils sont rejoints par Rick, Frederica et Lionel qui, étonnamment, ont réussi à se rendre jusqu'ici sans mourir. Ils se rendent tous dans la salle suivante où le maître d'épée les attend et, voyant que 17 candidats ont réussi les épreuves, il s'apprête à proclamer le prochain roi divin. Mais avant de le faire, il est interrompu par les homonculus venus apporter une terrible nouvelle, la tour est tombée. Comme si quelqu'un lui avait dit de mourir, ils ont du mal à maintenir la première barrière et la seconde est largement instable. On ne sait pas combien de temps il leur reste avant que les sujets du Seigneur des Ténèbres ne parviennent à la briser. Au même moment, une lumière éclatante illumine la tour et ils découvrent que la tour a été complètement détruite ainsi que la première barrière, mais que la seconde barrière est encore à peine fonctionnelle. Celui qui est à l'origine de cette destruction pense qu'en détruisant la tour il se débarrasserait aussi de la barrière, mais elle semble être maintenue par des systèmes différents. Le maître d'armes savait que ce jour viendrait, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. Il demande au candidat de l'aider à vaincre l'homme mystérieux, sinon l'humanité est condamnée. Yojiri suggère de prendre le maquis pendant que tout le monde est occupé à combattre le démon, et Tomoshika demande s'il ne va vraiment rien faire. S'il devait vaincre ce démon, cela attirerait probablement beaucoup d'attention indésirable sur eux, il est donc beaucoup plus pratique de laisser les autres faire le travail. L'ange noir exige de savoir comment désactiver la barrière qui retient le Seigneur des Ténèbres, mais le maître d'épée refuse de donner cette information si facilement. L'ange noir les électrocute, un ninja tente de l'arrêter en créant plusieurs clones, mais l'ange parvient encore à les électrocuter tous en un instant. Frederica décide qu'il est temps pour elle de briller, elle charge donc une explosion de puissance, mais l'explosion est absorbée par l'ange noir. Soudain, un garçon apparaît derrière le démon et il est vraiment impressionné par la puissance de Frederica, qui n'est qu'une humaine. L'homonculus avertit le maître de l'épée que le garçon est aussi un être anormal, mais il s'offusque et dit qu'ils ont toujours des noms, Lutte et Orguin. Frederica tente d'attaquer à nouveau, mais Lutte bloque l'attaque avec facilité. Frederica se rend compte qu'il lui manque un bras et que Lutte l'a transformé en bonbon lorsqu'il l'a touché. Le garçon mange le bras transformé en bonbon sous ses yeux. Rick attaque avec son épée, mais il est lui aussi ridicule face à Lutte. À ce moment-là, Lionel reçoit une notification concernant une pierre ultra rare et décide qu'il n'y a pas de meilleur moment pour tenter sa chance. La déesse est à nouveau convoquée. Il ne pense pas qu'elle sera d'une grande aide, car la dernière fois elle était venue pour l'ennuyer, mais maintenant elle est vraiment prête à se battre. Ils s'attendent à ce que la déesse anéantisse l'ange noir, mais soudain Orguin s'agenouille devant elle et Lutte l'embrasse, car ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Lionel se rend compte que sa rencontre avec la déesse est l'une des choses les plus malheureuses qui lui soit arrivée, car le but ultime de la déesse est en fait de détruire toute l'humanité. Pendant ce temps, Yojiri et les autres se dirigent vers le donjon depuis longtemps, mais ils n'ont pas l'air d'avancer vers leur objectif à en juger par la façon dont les choses se déroulent. C'est comme s'ils étaient coincés dans une boucle sans fin destinée à protéger quelque chose devant eux. Théo ressent soudain une petite quantité de magie appartenant à son peuple, alors Tomoshika demande à Yojiri s'il peut faire quelque chose, comme détruire le mécanisme qui les maintient coincés dans cette boucle. Il ne pense pas devoir le manipuler car il pourrait être très important, mais quelques instants plus tard, un slash inexplicable annule la boucle d'infini. Yojiri ne sait pas ce qui vient de se passer, mais comme il n'a rien eu à faire, il s'en accommode. Cependant,
Ce qui a créé ce slash est toujours en liberté et ils se rendent au sous-sol pour voir s'ils peuvent trouver les gens de Théo. Mais si vous avez appris quelque chose maintenant, le sous-sol abrite toujours les choses les plus horribles, comme l'amas de boue vivante qui était connu sous le nom des gens de Théo. Ils ont probablement été transformés de cette manière pour être vidés de leur magie, mais malgré cela, Théo est heureux que sa sœur ne fasse pas partie de ces gens. Elle les met hors d'état de nuire avec son épée. Tomoshika demande ce qu'ils vont faire maintenant et Yojiri répond qu'ils devraient retourner à la surface pour le moment. Théo, après ce qu'elle vient de voir, décide de tuer le maître du sabre de ses propres mains. À la surface, le maître de l'épée désigne Rick comme son successeur s'il lui arrivait quelque chose. Rick devrait être capable de résister à la puissance de la tour. Lionel se sent coupable d'avoir amené la déesse ici, alors que son but est d'anéantir toute l'humanité, mais même s'il mourait, il ne ferait que revenir au dernier point. Il demande donc à la déesse pourquoi elle fait tout cela. Elle lui explique qu'il y a longtemps, son fiancé a disparu sans rien lui dire. Il est en effet le Seigneur des Ténèbres, et après sa disparition, elle a envoyé un groupe de messagers à travers le monde pour le retrouver et elle a découvert qu'il était scellé. Elle s'est donc dit que si elle envoyait quelqu'un d'aussi malchanceux que Lionel ici, sa malchance pourrait déteindre sur lui et le maître de l'épée pourrait perdre pour une fois. Lionel savait qu'il n'avait pas de chance, mais il n'avait jamais pensé que cela pouvait servir d'atout pour détruire l'humanité. Elle utilise un miroir magique pour contrôler les personnes qui pourraient représenter la plus grande menace pour elle, mais pour une raison inconnue, elles semblent toutes être mortes de cause inconnue. Elle extrait le cœur de la barrière et se prépare à l'écraser pour faire revivre son bien-aimé. Yojiri et les autres reviennent à la surface au moment où la déesse brise le cœur de la barrière. Cependant, le Seigneur des Ténèbres tombe à terre parce que Yojiri l'a tué il y a longtemps et tout le monde est en état de choc. Théo saisit l'occasion pour couper la tête du maître de l'épée afin de se venger de ce qu'il a fait à son peuple. Pendant ce temps, le mystérieux envahisseur poignarde la déesse pour obtenir des informations. Les autres subordonnés du Seigneur des Ténèbres se préparent à se venger des humains pour la mort de leur seigneur, et comme les choses vont mal tourner s'il ne fait rien, Yojiri dit à Théo et Tomoshika de s'accrocher à lui pendant une seconde, puis il utilise sa capacité pour tuer tous les subordonnés du Seigneur des Ténèbres. Tomoshika demande ce qu'il doit faire de la déesse qui est devenue folle alliée à la mort de son bien-aimé. Yojiri n'éprouve aucune hostilité à son égard et ne voit donc aucune raison de la tuer. Au même moment, Aoi arrive et demande s'ils ont vu Yojiri. Rick rencontre Yojiri, mais ce n'est pas le meilleur moment pour chercher un ami, car ils sont un peu occupés. Elle décide de l'aider à terminer la bataille pour qu'il puisse d'abord trouver Yojiri. Elle l'informe qu'il est devenu le nouveau maître de l'épée et qu'il devrait donc avoir la puissance nécessaire pour tuer la déesse. Rick parvient à poignarder la déesse et à la tuer. Aoi voit enfin Yojiri et le scrute pour se faire une idée de ce qui l'attend, et elle regrette immédiatement d'être venue ici. La seule information qu'elle parvient à obtenir est qu'il n'y a rien qui puisse le battre. Elle se met à vomir et Yojiri lui demande si elle va bien, mais elle a trop peur de s'approcher de lui, alors elle invente une excuse en disant qu'elle voulait leur livrer le gros garçon. Mais Yojiri ne veut pas, et elle s'enfuit. Rick comprend que c'est Yojiri qui a tué le Seigneur des Ténèbres et tous ses subordonnés et que le pouvoir qu'il possède est incommensurable. Théo déclare qu'elle continuera à rechercher sa sœur pendant que Yojiri et Tomoshika se rendront à la capitale royale, et Rick leur fournit 2 charmes qui devraient leur permettre d'entrer en toute sécurité. Pendant ce temps, Sion apprend qu'Aoi a disparu après avoir rencontré Yojiri. Curieuse de savoir ce qu'est vraiment Yojiri, elle décide d'invoquer quelqu'un qui l'a connu sur Terre. Elle convoque un scientifique au hasard et lui pose des questions sur Yojiri. Lorsque le scientifique apprend qu'elle a amené Yojiri dans ce monde, il la remercie d'avoir sauvé l'humanité sur Terre. Comme Yojiri utilise sa capacité ici, il déclenche un code rouge sur l'appareil du scientifique qui lui explose la tête. Sio est encore plus confuse et s'interroge sur les origines de Yojiri. Pendant ce temps, le système de diagnostic d'Ayaka est activé et détermine sa situation actuelle. Sa personnalité est déconnectée de son corps virtuel, puis connectée à son corps physique, et elle se réveille. Le système lui demande d'analyser rapidement la situation, car elle n'a pas le temps. Ayaka regarde autour d'elle et se demande où elle se trouve. Son système lui dit qu'elle est un androïde de combat et elle est heureuse que l'unité d'intelligence artificielle ait pu la ramener à la vie. Le programme de l'unité médicale effectue un scanner et se rend compte qu'elle a subi de graves blessures. Ayaka est informée qu'elle s'éteindra dans 39 minutes. Le système lui demande de choisir entre la poursuite de l'imitation humaine ou la levée des restrictions et le passage à l'action suivante. Ayaka se rend compte qu'elle a perdu la vie et elle est furieuse d'avoir été utilisée comme appât par des idiots, perdant ainsi sa précieuse vie. Le système prend cela comme un ordre de lever les restrictions humaines et lui dit de passer à l'action.
Elle se demande ce qu'elle doit faire, et son système lui dit qu'ils auront besoin de beaucoup de matériel pour recouvrer sa santé. Ayaka aperçoit un dragon et son système de combat lui dit qu'ils peuvent l'utiliser pour faciliter sa guérison. Elle prend un peu de la peau du dragon et la consomme à contre-cœur. Un souvenir montre Asaka en train de servir la nourriture et Yojiri en train de la manger, mais il se plaint et lui dit que la nourriture est dégoûtante et trop collante. Elle le fait taire avec colère et lui dit qu'un garçon ne devrait jamais se plaindre de la nourriture qu'une fille lui prépare, parce qu'elle est inesthétique. Après le petit déjeuner, elle regarde ses instructions de travail et constate qu'il doit donner à Yojiri un minimum d'instructions, mais elle se fâche parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle espère qu'enseigner à Yojiri au niveau élémentaire sera suffisant. Yojiri est en train de résoudre quelques problèmes quand Asaka entend quelqu'un entrer dans la maison. Elle se demande de qui il peut s'agir et Yojiri lui dit que c'est peut-être le messager. Asaka ouvre la porte avec précaution et voit une jeune fille portant un sac. La jeune fille lui dit d'une voix robotique qu'elle est venue leur apporter leurs courses. Asaka se rend compte qu'elle est un robot et se demande s'il est prudent de laisser Yojiri grandir entouré de robots. Elle dit à la jeune fille d'apporter d'autres choses, comme un livre de cours élémentaires, un micro-ondes, un cuiseur à riz, un distributeur d'eau chaude, un téléviseur, une console de jeu et un chien. Yojiri lui dit qu'il a fini ses devoirs et elle décide de l'emmener dehors. Elle n'arrive pas à croire qu'ils sont sous terre. À la fin du mois, Asaka présente son rapport mensuel. Son supérieur, Yukio, est surpris qu'elle ait tenu tout le mois. Elle lui dit qu'elle ne tiendra pas longtemps parce qu'elle ne pense pas pouvoir donner à Yojiri l'éducation minimale dont il a besoin. Il lui répond qu'il peut le faire, mais elle lui dit qu'il aura besoin de plus. Les autres chercheurs abandonnent généralement après une seule journée avec Yojiri. Asaka se souvient de son expérience et comprend pourquoi les autres ne tiennent qu'une journée. Yukio lui demande si elle déteste son travail et elle lui répond qu'elle le déteste passionnément et qu'elle se demande pourquoi elle doit être enfermée dans un tel endroit. Yukio lui dit que cela en vaut la peine. Il lui donne un paquet et elle se demande ce que c'est. Elle l'ouvre et il lui dit que c'est son salaire mensuel. Elle lui dit qu'aucune somme d'argent ne pourra la convaincre de continuer à travailler là. Yukio lui dit qu'elle peut partir si elle le souhaite et elle est surprise. Il lui demande si elle veut partir, mais elle s'inquiète pour Yojiri. Yukio lui dit qu'ils ont besoin d'elle pour ajouter son ingrédient spécial, l'amour. Elle soumet immédiatement une demande de vacances. Soudain, elle se réveille dans une cellule et se souvient d'être allée en ville. Elle a mangé et fait beaucoup de shopping. Elle a passé une nuit dans un hôtel de luxe, mais elle ne se souvient pas comment elle est arrivée dans cette cellule et se demande si elle s'est fait prendre. Une voix lui dit qu'ils ne lui feront pas de mal, mais que leur organisation détruit les anomalies et les scelle pour protéger le monde. Le lendemain, Yojiri demande à son robot où se trouve Asaka et celui-ci lui répond qu'Asaka est parti en vacances. Yojiri n'est pas content d'entendre cela. Il s'assoit dehors et lit en se demandant quand Asaka reviendra. Yojiri décide de retrouver Asaka seule. Il demande au robot où se trouve Asaka et elle lui répond qu'elle ne le sait pas. Il lui demande de lui amener les chercheurs qui savent où elle se trouve. Elle lui dit qu'il ne peut pas partir car la porte ne peut pas être ouverte de l'intérieur. Yojiri contacte la salle de contrôle et leur demande d'ouvrir la porte. Les scientifiques paniquent et décident de contacter Yukio qui se précipite dans la salle de contrôle et voit tout le monde affalé sur le sol. Il demande à son collègue ce qui se passe et le scientifique lui dit que Yojiri contrôle mentalement le scientifique et que celui qui a essayé de l'arrêter a perdu conscience. Yukio est surpris que Yojiri puisse faire cela. Il ordonne à son escorte d'abattre le scientifique, mais s'évanouit soudainement. Yojiri entre dans la pièce et demande à Yukio où se trouve Asaka, qui lui répond qu'elle est en vacances. Il lui demande quand elle reviendra et Yukio lui dit qu'Asaka ne reviendra pas parce qu'elle a été enlevée par l'agence. Yukio lui dit qu'il ne peut pas l'aider parce que l'organisation est très puissante et qu'ils ne sont pas assez puissants pour l'arrêter. Yojiri décide d'aller l'aider et demande à Yukio de garder secret son plan meurtrier. Yojiri se rend à la base de l'agence, détruisant tout ce qu'il trouve. Il demande où se trouve Asaka. Il pense que le pouvoir de Yojiri est de détruire tout ce qu'il voit. Il décide de l'abattre avant qu'il ne les voie, mais Yojiri les élimine quand même. Pendant ce temps, Asaka est en colère parce qu'elle n'a pas obtenu un emploi dans un endroit conventionnel et elle se demande comment va Yojiri. Elle entend du bruit à l'extérieur et décide de profiter de l'occasion pour s'échapper. Soudain, une femme apparaît et la menace d'un pistolet. Asaka est surprise car ils avaient dit qu'ils ne lui feraient pas de mal. La femme la prend en otage et Yojiri entre dans la pièce. Il est heureux de l'avoir enfin retrouvée, mais la femme lui dit de ne pas bouger. La femme continue de menacer la vie d'Asaka, mais il utilise ses pouvoirs pour lui ôter la vie.
Asaka se demande ce qui est arrivé à la femme, mais Yojiri se précipite pour la serrer dans ses bras et lui dit qu'ils peuvent rentrer chez eux. Il quitte la pièce et Asaka est surpris par les dégâts causés par Yojiri. Elle lui sourit d'un air rassurant et il quitte la base. Elle le raccompagne chez lui et va parler à Yukio dans le jardin. Elle lui demande ce qui va se passer après ce que Yojiri a fait, et Yukio lui dit qu'il n'y a rien à faire. Elle est surprise qu'il n'y ait pas de punition pour les atrocités de Yojiri. Yukio lui dit qu'ils prendront d'autres mesures pour s'assurer qu'elle est en sécurité et lui demande si elle veut continuer son travail. Elle lui répond qu'elle n'a pas envie d'abandonner son travail parce que Yojiri ferait des choses encore pires si on la laissait tranquille. Lee dit à Yukio qu'elle a encore des choses à apprendre à Yojiri pour le rendre heureux. Yojiri lui dit qu'il veut jouer à un jeu et elle lui dit qu'elle le rejoindra bientôt. Elle se rend compte qu'elle a oublié son sac à la base de l'agence et est triste d'avoir perdu un mois de salaire. Dans le présent, Tomoshika regarde Yojiri pendant qu'il dort. L'esprit lui dit qu'elle devrait passer le reste de sa vie avec lui et elle est surprise que son esprit puisse comprendre ce qu'elle pense. L'esprit aime tellement l'apparence de Yojiri qu'elle est impatiente d'injecter un peu de lui dans leur lignée. Yojiri se réveille et Tomoshika essaie de garder secrète la conversation qu'elle a eue avec son esprit. Elle se demande ce qu'ils vont faire maintenant qu'ils sont face à la capitale royale. L'esprit l'informe qu'ils sont entourés de soldats. Le chef des gardes leur demande de sortir du véhicule et Tomoshika espère qu'ils ne seront pas arrêtés. Yojiri lui dit qu'ils se défendront si cela arrive et Tomoshika sait qu'il n'y aura pas beaucoup de combats. Le chef des gardes se présente sous le nom de Torque et leur dit que leur véhicule appartient au noyau immortel. Yojiri leur dit qu'ils ne sont pas dans le noyau immortel et que c'est le maire qui leur a donné le véhicule et Tomoshika pense que Torque ne le croit pas. Yojiri lui dit qu'ils sont candidats au titre de sage de Sion et qu'ils sont venus pour un test. Torque décide d'évaluer leurs dons, mais Tomoshika est sceptique à l'idée de le laisser faire. Torque regarde le résultat et constate qu'ils sont candidats pour devenir sages, mais il ne leur fait toujours pas confiance car il sait que les résultats peuvent être falsifiés. Yojiri lui montre une amulette et il s'agenouille immédiatement. Tomoshika lui demande ce qu'est cette amulette et il lui répond que Rick lui a dit de la montrer à tous ceux qui les ennuient dans la capitale royale. Il donne son amulette à Tomoshika et lui dit qu'il s'agit de l'emblème de la famille royale. Torque s'apprête à les laisser passer, mais David, le plus jeune de la famille royale, lui explique que l'amulette signifie deux choses. D'une part, ils sont des connaissances de Rick et d'autre part, ils sont des chevaliers du roi divin, il leur dit donc que l'amulette ne permet pas l'anarchie. David demande à Torque de lui montrer l'épée sacrée que Yojiri est censé avoir reçue du maître d'épée, puisqu'il est un chevalier divin. Yojiri lui répond qu'il n'a pas reçu d'épée sacrée et David ne peut croire que Rick est un maître d'épée. Il dit à Yojiri de maintenir son titre avec son épée. David lui répond qu'il ne peut pas perdre contre quelqu'un comme lui, puisqu'il est un chevalier du roi. Tomoshika se demande si elle doit faire demi-tour, mais l'esprit la pousse à se battre. Tomoshika sait qu'elle ne peut pas battre des adversaires de haut niveau, mais l'esprit lui dit que le niveau de David est bas. Yojiri lui dit d'essayer et l'assure qu'il s'occupera d'elle si les choses tournent mal. Il commence le combat et Yojiri remarque que le style d'épée de Tomoshika n'est pas très orthodoxe. L'esprit lui dit que le style de la famille consiste à tromper les adversaires avec leurs mouvements. Tomoshika cache sa jambe gauche et David ne peut pas la voir bouger. Elle agite la petite épée d'avant en arrière, de sorte que David commence à se tromper sur la distance. Tomoshika lance soudain l'épée en l'air et se précipite sur David. Elle lui assène un coup bas. Yojiri est surpris par l'habileté de la jeune fille. Torque la déclare gagnante et les gardes sont stupéfaits par ses mouvements. Après le combat, Yojiri touche les murs du château et constate qu'ils sont enchantés. David lui dit que les murs ont été construits par un ancien sorcier et qu'ils peuvent résister à n'importe quelle attaque. David est surpris de découvrir que Yojiri connaît le magicien. Tomoshika se demande pourquoi il leur parle et il lui répond qu'il veut être leur guide. Ils entrent dans la ville et Tomoshika remarque la présence de nombreux pratiquants d'arts martiaux. David lui explique qu'il s'agit d'explorateurs qui vont défier les donjons. Tomoshika est surprise qu'il y ait un monde souterrain et David lui explique que le Seigneur des Ténèbres règne sur le monde souterrain et que ses enfants tentent de s'échapper. Yojiri leur dit qu'ils sont proches de leur destination et David les quitte. Tomoshika pense que Yojiri a été un peu impoli, mais il lui dit qu'ils doivent rencontrer leurs camarades de classe. Tomoshika pense qu'ils doivent trouver une excuse pour s'être enfuis du bus, mais Yojiri lui dit qu'il doit d'abord décider s'il leur pardonnera ou non. Ils rendent visite au roi et Yojiri est surpris par le nombre de personnes présentes. Le roi commence à s'adresser à eux, mais Shinya, candidat au titre de sage, le défie. Tomoshika n'arrive pas à croire qu'il soit aussi stupide et le roi dit que ce n'est pas la première fois qu'un candidat sage le défie et il le remet immédiatement à sa place.
Les candidats sont surpris et le roi leur dit de se taire. Le roi leur dit qu'ils doivent atteindre un grand objectif pour devenir sages. Nous voyons Sion marcher dans un champ herbeux et traverser une barrière menant à un espace blanc où se trouve Aoi qui a été complètement traumatisée par les horreurs qu'elle a vues lorsqu'elle a essayé de combattre Yojiri. Elle se met à hurler contre Sion pour avoir condamné ce monde à la mort par ses actions imprudentes en amenant Yojiri ici. Aoi ne veut rien savoir des missions impliquant Yojiri ou ses amis. Sion tente de demander à l'épée parlante qu'il porte ce qui s'est passé et l'épée explique qu'Aoi est comme ça depuis qu'il a rencontré Yojiri, alors Sion demande quelles informations ils ont pu rassembler à son sujet. Ils n'ont pas pu obtenir grand-chose du scan de Yojiri, mais ils ont appris quelque chose de Hanakawa. Pendant ce temps, Hanakawa supplie pour sa vie, comme il en a l'habitude. Luke lui demande de dire ce qu'il sait sur Yojiri, et le gros homme commence à expliquer que Yojiri est capable de tuer n'importe quoi par la pensée. Luke ne croit pas ce que lui dit Hanakawa, mais sa priorité est de tuer Yojiri et pour cela, il s'appuiera sur des pouvoirs qui doivent être plus grands que Yojiri. Il extrait une clé du sceau qui protège la sœur du Seigneur des Ténèbres. Cette sœur est si dangereuse que le Seigneur des Ténèbres a dû la sceller lui-même. Si elle était assez effrayante pour que le Seigneur des Ténèbres la craigne, elle devrait avoir assez de pouvoir pour battre Yojiri. Après avoir entendu parler de cette solution, Hanakawa veut vivre une vie paisible en tant que PNJ. Malheureusement, alors qu'il s'éloigne à toute vitesse, Luke lui attrape les cheveux parce qu'il a toujours besoin du gros. Pendant ce temps, à la réunion avec le roi, le garçon dont les doigts ont été coupés reçoit un très mauvais traitement médical. Le roi les informe nonchalamment que s'ils traversent le labyrinthe souterrain sous la capitale et vainquent le dieu des ténèbres, ils obtiendront leur titre de sage. Le roi pense sincèrement qu'ils mourront dans ce labyrinthe parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour y parvenir. Il explique que la capacité du garçon n'a pas fonctionné parce que la famille royale de ce monde a la capacité d'affaiblir les pouvoirs des sages, de sorte que tant qu'ils se trouvent dans une certaine zone, leurs pouvoirs ne fonctionneront pas. Mais le garçon n'a pas à s'inquiéter pour ses doigts, car une fois que le roi se sera suffisamment éloigné, il devrait être en mesure de rattacher tous ses doigts. Le roi s'en va et tous les élèves restent silencieux en se demandant ce qu'ils doivent faire ensuite. Alors que Yojiri et Tomoshika observent la situation, Tomoshika attire l'attention de ses camarades de classe qui sont tous stupéfaits et confus qu'elle soit encore en vie et, pendant ce temps, les autres héros de la tour viennent de descendre du train avec le roi divin et l'ont emmené dans ce qui est censé être son église. Elle est accueillie par un homme nommé Olari qui l'informe qu'il est l'actuel archevêque de cette église. La première pensée du roi divin après avoir été ressuscité après 1000 ans est de rentrer chez lui, mais elle n'aurait jamais pensé que cet endroit changerait autant. Olari lui propose de lui montrer le chemin de sa chambre. Il lui dit qu'il est ravi qu'elle soit revenue, mais qu'il pensait qu'elle était coincée près de la tour pour tenir le dieu des ténèbres à distance. C'est vrai, mais heureusement, le dieu des ténèbres a été tué et elle est maintenant libre. Olari demande ce qu'il est advenu de la clé du sceau, mais le roi divin n'a jamais entendu parler des sceaux et ne sait pas quoi dire. Olari croit qu'elle ne sait rien, alors il sort un objet magique et l'utilise pour l'affaiblir. Yojiri et Tomoshika se disputent avec leur délégué de classe qui leur dit clairement qu'il ne pense pas que c'était une mauvaise décision de les laisser derrière. Tomoshika lui demande s'il regrette qu'ils aient survécu au dragon, mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre camarade de classe s'approche et dit qu'ils ne devraient pas se battre les uns contre les autres dans un monde où ils ont si peu d'alliés. Yojiri n'a jamais été attentif en classe, il n'a donc aucune idée de l'identité de cette fille. Tomoshika l'informe qu'elle s'appelle Akino et que sur Terre, elle était une idole célèbre dans le show business, il n'est donc pas surprenant qu'elle soit très populaire parmi ses camarades de classe. Yazaki soutient qu'ils ne peuvent pas être sûrs de pouvoir leur faire confiance, mais elle lui fait remarquer qu'il ne dit cela que parce qu'il sait que s'il avait été placé dans la même situation qu'eux, il aurait sûrement déjà cherché à se venger. Il est clair que c'est Akino qui commande ici. Yazaki a perdu beaucoup de son influence sur la classe depuis un certain temps. Yojiri et Tomoshika sont acceptés dans le groupe, puis Yojiri se rend dans un salon avec d'autres garçons qui se plaignent que les filles sont autorisées à se déplacer librement entre le premier et le deuxième étage, mais que les garçons n'ont pas le droit d'entrer au deuxième étage pour quelque raison que ce soit. Ils se rendent compte que Yojiri n'a aucune idée de qui ils sont, ce qui est un peu pénible, car Izumida a fait beaucoup d'efforts pour parler à Yojiri sur Terre. Il dit à Yojiri qu'ils sont les perdants de la classe et suppose que Yojiri l'est aussi, puisque son don indique qu'il n'est qu'un chasseur d'insectes, ce qui signifie qu'il ne peut tuer que des insectes avec son talent. Les autres élèves ont des compétences allant de la lecture de livres à la cuisine. Quelqu'un frappe à la porte et c'est un autre garçon nommé Fuke qui veut parler à Yojiri. Pendant ce temps, à l'étage, on découvre pourquoi les garçons sont interdits de monter au deuxième étage et c'est principalement à cause des personnes qui ont des compétences de pervers. Il y a 3 garçons dans la classe qui ont la capacité d'arrêter le temps, de regarder à travers les vêtements et le dernier a des tentacules. Les filles veulent donc les éviter à tout prix, mais c'est alors qu'ils frappent à la porte. Les 2 filles connaissent la vraie nature de Yojiri et sont venues se disputer avec Tomoshika à son sujet. En bas, Yojiri parle à Fuke et lui demande ce qu'il veut. Fuke lui répond en le qualifiant de dieu et en lui disant qu'il a lui aussi des pouvoirs surnaturels.
Fuke explique que lorsqu'il était chargé de surveiller Yojiri, il n'était jamais autorisé à le regarder directement. Il arrache son propre œil et le pose sur la table. L'œil était capable de détecter le surnaturel, donc s'il avait regardé Yojiri directement, il aurait probablement été traumatisé comme la pauvre Aoi. Yojiri ramasse l'œil qu'il a laissé sur la table et demande aux autres gars s'ils veulent le garder, ce qu'ils ne font pas. Tomoshila entre ensuite, accompagné des deux autres filles, et demande à parler à Yojiri. Elles sortent et Ryuko s'excuse pour ce qu'elle a fait. Elle exhorte Carole à faire de même, car maintenant que Yojiri a ouvert la première porte, il peut tuer n'importe qui. Si les filles se retournent contre lui, il pourra se débarrasser d'elles quand il le voudra. Carole trouve amusant de voir Ryuko devenir folle comme ça alors qu'elle est d'habitude si calme et Yojiri se rend compte que ses deux filles l'observent. Carole fait partie de l'organisation, Ryuko de l'Institut et Fuke d'une secte qui le vénère. Il savait que des gens le surveillaient, mais il n'aurait jamais pensé qu'il y avait 3 sectes distinctes. Carole change de sujet et pose des questions sur la relation entre Yojiri et Tomoshika et demande s'ils ont fait de la Zumba. Tomoshika nie rapidement, mais Yojiri ignore la question et se contente de demander ce qui va se passer ensuite. Ailleurs, Euphemia est assise sur un rocher et regrette sa sœur Théo, lorsqu'un vampire s'approche d'elle et proclame qu'il deviendra le chef de la lignée en la tuant et même si elle ne le veut pas vraiment, Euphemia est obligée de la tuer pour se défendre. Pendant ce temps, Yojiri et Tomoshika apprennent tout ce qui s'est passé récemment dans la classe. Ils découvrent que la capacité d'Akino leur permet de limiter l'utilisation de leurs compétences, en particulier celle des sales gosses. Yojiri leur dit qu'il est venu ici pour parler à Sion de son retour chez lui, et elles acceptent d'unir leurs forces avec lui. Le lendemain, les filles se rendent pour la première fois dans le donjon. Elles portent toutes des vêtements correspondant à leur capacité, mais elles ont l'air très bêtes. Le guide du donjon arrive bientôt et Tomoshika est choqué de découvrir qu'il s'agit de Rick. Au lieu des garçons, c'est David qui informe le groupe qu'en tant que membre de la famille royale, son pouvoir est capable de supprimer complètement une créature démoniaque. Haruto demande à supprimer son pouvoir pour qu'ils puissent tester leur capacité contre une créature démoniaque. Le combat commence et Yojiri esquive les attaques d'un démon singe, qu'il tue d'un coup de couteau à la tête, laissant les autres impressionnés. En ville, Anakawa est en larmes alors qu'il se promène avec Lutte. Comme Anakawa se plaint qu'il préférerait voyager avec une fille, Lutte se déguise en fille et demande s'il y a une sorte de festival ici, car les gens semblent très animés. Anakawa commence à se moquer de Lutte parce qu'il ne connaît rien à la vie urbaine. Quoi qu'il en soit, la sœur du dieu des ténèbres devrait se trouver quelque part dans la capitale, ils devront donc chercher jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Euphemia se promène actuellement dans les bois après avoir été promue reine de sang par accident. Elle manque de se faire écraser par un cheval, mais elle l'arrête. Une petite fille s'excuse d'avoir perdu le contrôle du cheval, mais Euphemia la regarde et s'incline immédiatement devant elle, car la petite fille est le clone que Lan avait créé avant de mourir. La fillette n'a toujours pas de nom, elle s'en invente un sur le champ et décide qu'elle s'appellera désormais Risley. Dans la capitale, Lutte et Anakawa se rendent dans une taverne locale pour obtenir des informations sur l'endroit où se trouve la sœur du dieu des ténèbres. Lutte demande à une serveuse la raison de la fête, et elle explique que c'est pour célébrer le fait que les candidats sages sont tous venus à la capitale et se trouvent au 5e étage du labyrinthe. Après avoir appris cela, Anakawa regarde autour de lui et remarque que des camarades de classe sont assis devant eux. Lutte utilise un sort de camouflage pour éviter d'être reconnu, mais Ayako entre soudain dans la taverne et commence immédiatement à frapper l'un d'entre eux. Personne ne peut l'arrêter et une fois qu'elle a complètement détruit le crâne du garçon, elle déclare qu'elle tuera un de ses camarades de classe chaque jour pour se venger. Après son départ, Sion arrive et commence à interroger Anakawa sur Yojiri. Il lui dit tout ce qu'il sait et une fois qu'il ne lui est plus utile, Sion se prépare à utiliser son rayon de la mort pour le tuer, mais cela ne fonctionne pas et elle le recouvre de crème. Anakawa réussit à vivre un jour de plus. Plus tard, Yojiri et les autres planifient le meilleur moyen de trouver Sion et, comme elle se montrera s'ils ne deviennent pas sages, Yojiri pense que c'est le moyen le plus sûr de la rencontrer. Pendant ce temps, Sion et ses sbires décident de ce qu'ils vont faire de Yojiri. Elle demande donc à Haruto de l'aider à se débarrasser de lui en échange d'une prolongation de la date limite pour que les autres deviennent sages. Ayaka est actuellement au sommet de la tour, à la recherche de sa prochaine victime, mais soudain, un rocher lui est lancé à la tête. Elle demande au système de trouver l'agresseur alors que d'autres pierres volent vers elle. Le système parvient à localiser la position de l'agresseur et conseille à Ayaka d'utiliser ses talents de pilote pour réduire la distance qui la sépare du tireur d'élite le plus rapidement possible. Ayaka entre Ryona, et elle a la possibilité d'augmenter sa force. Maintenant que les deux filles sont face à face, Ryona passe du lancer de pierre au coup de poing. Toutes ces attaques semblent être réfléchies par une sorte de barrière qu'Ayaka a érigée, si bien qu'elles ne peuvent pas s'étreindre comme Ryona le souhaiterait. Ayaka réagit enfin et Ryona est rouée de coups, perdant également un bras.
Face à la défaite et à la perte d'un bras, au lieu de crier de douleur et de s'enfuir, elle commence à trouver des excuses à sa défaite en disant qu'Ayaka n'a gagné qu'à cause de la famille royale qui a affaibli les dons de tous les étudiants de la capitale. Pendant ce temps, Hanakawa et Lutte viennent d'entrer dans le donjon où la sœur du Seigneur des Ténèbres est censée être tenue prisonnière. Hanakawa, comme à son habitude, hésite car ils n'ont pas de plan d'attaque. Lutte pense qu'il pourrait laisser le gros inutile derrière lui, mais le fait est qu'ils ne savent pas comment se déplacer ici. Hanakawa se demande s'il s'agit de l'un des explorateurs souterrains ou d'un fantôme, mais Lutte la reconnaît. La fille, Mana, a reconnu l'odeur de son frère, mais elle ne pouvait pas attendre qu'il la rattrape, alors elle est sortie au lieu d'attendre. Lutte révèle que la jeune fille est la petite sœur du Seigneur des Ténèbres. Ailleurs, nous voyons que la tête de Yojiri a été mise à prix pour l'assassinat. Yojiri est resté assis dans sa chambre toute la journée et Tomoshika lui reproche de ne rien faire parce qu'il est paresseux, mais il la corrige en disant qu'il essaie en fait d'apprendre à contrôler son pouvoir. Désormais, il ne tue plus les gens immédiatement, mais il ne tue qu'une partie de la fleur au lieu de tout tuer d'un coup. Mais à part s'entraîner, il n'a pas fait grand-chose depuis leur arrivée. Dans le labyrinthe, Hanakawa demande à Mana si elle a vraiment été enfermée ici, ce qu'elle confirme, bien qu'elle ne sache toujours pas pourquoi. Comme dans chaque anime, sa sœur est amoureuse de son frère et aimerait faire de la Zumba avec lui. Hanakawa lui demande comment elle a pu atteindre le premier étage si elle est destinée à rester scellée dans les profondeurs de cet endroit. La réponse est en fait très simple. Elle peut partir quand elle le souhaite, car le saut n'est pas assez fort pour la retenir. Elle pense que son frère ne voulait pas être trop strict avec elle, et qu'il a donc créé un saut suffisamment faible pour lui permettre de partir. Mana prend un moment pour demander s'ils ont des objets de son frère avec eux, car elle sent son odeur sur eux. Lutte répond qu'ils ont apporté la clé du sceau qui la retenait prisonnière, et il la lui remet immédiatement. Alors qu'Ayaka survole la ville, elle vient d'utiliser son système pour localiser le château où est censé se trouver la personne qu'elle pense être le roi. Elle s'introduit dans la course du roi pendant qu'il est occupé et lui fait comprendre qu'elle veut qu'il désactive la barrière qui affaiblit les dons du sage. Le roi choisit évidemment la voie offensive puisqu'il s'agit d'une intruse inconnue, mais il est réduit en cendres presque immédiatement. Ayaka s'adresse alors à la femme dans son lit et celle-ci lui confirme qu'il est bien le roi du royaume. Une fois qu'elle en est certaine, elle s'en va. Pendant ce temps, Mana emmène Lutte et Hanakawa dans la ville qu'elle a créée dans le donjon. La folle a également fantasmé sur le fait d'avoir des enfants avec son frère, au point qu'ils sont devenus des membres de la famille. Après avoir tué le roi, Ayaka s'approche de l'hôpital où Riona est en convalescence et lui dit de reprendre le combat. Maintenant que le roi est mort, elle devrait être en pleine possession de ses moyens, il n'y aura donc pas d'excuse cette fois-ci. Riona sort du lit pour l'attaquer et d'après le coup qu'elle vient de donner, elle pourrait avoir une chance contre Ayaka. Riona la frappe au visage. Malheureusement, Riona est suspendue dans les airs et étouffée. Même si Riona est au meilleur de sa forme, Ayaka est encore bien plus puissante qu'elle, et la folle Ayaka la tuera. Après le carnage d'Ayaka, la ville commence à se reconstruire, mais rien de tout cela n'a d'importance pour Yojiri. Il veut retrouver les personnes qui s'en prennent à lui et comme Tomoshika a une bonne vue, il espère qu'elle pourra repérer les tueurs s'il tente quoi que ce soit. La jeune fille est un peu déçue car elle pensait que Yojiri lui proposerait un rendez-vous, mais elle réussit tout de même à le transformer en rendez-vous. Au même moment, un sniper vise la tête de Yojiri et bien que le tireur ne veuille pas le tuer, il sait que la fille le tuera. La fille prévoit de frapper Tomoshika pour voir ce qui se passera, car Yojiri semble immortel. Et bien sûr, l'homme a une mort douce grâce à Yojiri. Tomoshika traîne Yojiri dans son restaurant préféré et le trouve complètement détruit par la fureur d'Ayaka. Elle est en colère, mais il y en a encore d'autres. Alors elle commence à chercher sur la carte. C'est alors qu'une balle est tirée, mais Yojiri déplace Tomoshika avant qu'elle ne soit tuée. Un homme à l'ordinateur ordonne d'autres tirs, mais il n'a pas compris comment il s'est mis dans le pétrin. Yojiri le poursuit. L'homme tente immédiatement de quitter le pays, mais Yojiri tue son hélicoptère en vol et le fait s'écraser. L'homme utilise son parachute, mais Tomoshika apparaît derrière lui et le renverse au sol. L'homme se retrouve face à face avec Yojiri. Au même moment, Mamoko se rend utile et élimine des esprits qui avaient été envoyés à la poursuite de Tomoshika et elle achève les deux esprits en leur fracassant la tête. Le garçon commence à transpirer et lance tous les esprits sur Yojiri, mais ils sont tous tués l'un après l'autre. Avant qu'il ne se passe quoi que ce soit d'autre, la fille de tout à l'heure lance un couteau sur Yojiri. Cette fois, Yojiri est pris par surprise et doit être sauvé par Tomoshika. Il semble connaître la fille et il donne un ordre qui force Anji à se déconnecter et il dit à Tomoshika qu'il lui expliquera tout. Mais d'abord, Yojiri menace le garçon et lui dit tout ce qu'il sait. Pendant ce temps, Haruto fait des recherches sur les capacités de Yojiri et tente de trouver un moyen de contrer ses pouvoirs. Pendant ce temps,
Hanakawa et Lutte sont accompagnés par Mana et Lutte en profite pour s'excuser auprès de Hanakawa de l'avoir amené jusqu'ici. Le gros homme apprécie les excuses, mais Lutte a l'air de se préparer à mourir à la façon dont il parle. Lutte remet à Hanakawa la clé du sceau et lui dit qu'il est désormais le nouveau représentant du Seigneur des Ténèbres, et que Mana le tuera probablement aussi lorsqu'elle découvrira qu'ils ont laissé mourir son frère. À la surface, avec Yojiri, l'homme vient de lui dire tout ce qu'il sait et il lui promet de ne plus le suivre, mais Yojiri dit qu'il le tuera quand même. Yojiri sait que la capacité de l'homme lui permet de créer n'importe quel objet et qu'il peut créer de nombreux clones d'Anji. Yojiri ne peut pas permettre que cela se produise, et l'homme doit donc mourir. Plus tard, ils emmènent Anji dans une pièce où Yojiri explique qu'ils jouaient ensemble lorsqu'ils étaient enfants, ou plus précisément, qu'elle est un robot qui a été modelé pour lui. Il veut qu'elle puisse se reposer pour toujours, mais cela ne veut pas dire qu'elle est morte. Elle est probablement en train de se détendre en ce moment même. Yojiri fait référence à la version robotique d'elle, car personne ne voudrait qu'une version robotique de lui-même parcourt le monde en faisant des choses maléfiques. Alors qu'Ayaka est à la recherche d'autres camarades de classe, elle choisit de traquer le chef cuisinier. Le bras d'Ayaka est coupé en un instant et elle est choquée car elle était persuadée que ses écailles de dragon pouvaient bloquer n'importe quelle attaque. L'une des compétences du chef lui permet de couper tout ce qu'il considère comme un ingrédient, de sorte qu'aucun bouclier ne peut bloquer ses attaques. Ayaka tente de le découper avant qu'il ne puisse attaquer à nouveau, mais il révèle qu'une autre de ses compétences lui permet d'être à plusieurs endroits à la fois pour cuisiner rapidement et efficacement. Il connaît également l'emplacement exact de tout ce qu'il considère comme un ingrédient, de sorte qu'elle ne peut même pas se cacher de lui. Cependant, bien que ses compétences soient définitivement OP, c'est lui qui est cuisiné par Ayaka. Après la mort du cuisinier, une réunion est organisée entre les membres survivants de la classe pour décider de ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Le royaume leur a demandé de partir immédiatement en raison des attaques constantes de la psychopathe Ayaka. La seule option qui leur reste est donc de remplir leur objectif le plus rapidement possible et ils se dirigent tous vers le donjon. Nous les voyons alors au 6e étage du donjon et David se porte volontaire pour accompagner Yojiri et Tomoshika parce qu'il voulait voir ce plan de ses propres yeux. La classe se prépare à affronter une armée de milliers de monstres et, honnêtement, ce n'est pas un grand défi pour eux puisqu'ils éliminent tous les monstres pathétiques. Pendant ce temps, Lutte informe Mana de la mort de son frère. Lui s'attendait à une explosion d'émotions de sa part, mais elle déclare calmement que la mort viendra pour tout le monde et qu'elle ne manquera pas de se venger de ceux qui ont tué son frère. Mais elle devra d'abord s'assurer qu'il reviendra à la vie en lui donnant naissance. Hanakawa ne pense pas avoir bien entendu, mais elle est sérieuse et prend le bras de Lutte pour utiliser l'essence du Seigneur des Ténèbres sur lui. Elle s'apprête à prendre sa tête également, mais Hanakawa l'arrête et lui demande si elle peut au moins le laisser en vie. De façon surprenante, elle accepte de laisser vivre Lutte à condition que Hanakawa retire le sceau. Pendant ce temps, la classe campe pour la nuit et construit un château pour se reposer. Ils organisent une fête pour célébrer leur succès dans la traversée du donjon, mais Yojiri passe son temps à jouer. Il rencontre David qui semble avoir un comportement étrange. Yojiri le suit jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il est sur le point de marcher tout droit dans un trou. David est toujours fasciné et, quelques instants plus tard, une aura inquiétante commence à sortir du trou. Au château, Sion arrive et n'apprécie pas que les choses soient si faciles pour la classe. Elle veut qu'ils s'entretuent jusqu'à ce que quelqu'un devienne assez fort pour devenir un sage. Cette nouvelle inquiète beaucoup les élèves, mais ils ont d'autres chats à fouetter, car Yojiri semble avoir ouvert sa deuxième porte en plongeant dans le gouffre. Quelle porte a-t-il ouverte? Nous le découvrirons dans l'épisode 11. Inscrivez-vous pour ne pas le manquer.